Xavier Moreau, qui est un relais de la propagande du Kremlin en Europe. Lévy n'avait pas grand-chose à quoi renoncer. Il est nul. Et moi, j'ai du Quels talent. sont les intérêts de la France en mer Noire et en Ukraine? Zéro. Français sans peur, chrétien sans reproche. Ah ben là, c'est un Jean-Luc Mélenchon. Il a une tête de ce qu'il est, on dirait un pharmacien de province en pleine constipation. Bon, courage, on les aura. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2026, qui est quand même un début d'année explosif, hein, ça, c'est clair. Puisqu'entre menaces récurrentes d'embrasement mondial, une France qui n'arrête pas de s'enfoncer dans des profondeurs abyssales, de pauvreté. Bah oui, parce qu'en fait, officiellement, la France vient d'entrer dans la catégorie pays pauvres, puisque nous sommes à peine à 38 110 € de PIB par habitant, qui place la France de facto dans les pays les pauvres. Et puis depuis peu, bon, on a les révélations partielles dans l'affaire Epstein, et donc on a souhaité avec Alexis, donc sur Divergence Politique, de faire le point avec vous deux, donc Alain Soral et Xavier Moreau. Donc bonsoir à tous les deux. Donc Alain Soral, bon, ma foi, vous êtes agitateur d'idées depuis 1976, vous êtes écrivain, essayiste, vous avez écrit plus de 13 livres, pardon, dont 2 chefs-d'œuvre. Le premier, c'est Comprendre l'Empire aux éditions Blanches en 2011, et le deuxième est Comprendre l'époque, paru en 2021 aux éditions Contre-Culture. Vous intervenez régulièrement sur Géopolitique Profonde, sur TVADP, JSF TV maintenant. Vous avez fondé le site d'information incontournable qui s'appelle Égalité et Réconciliation. Évidemment, vous êtes là pour débattre ce soir de faire un bilan 2027 qui approche, donc où va la France et où on va aussi au niveau international. Donc Alain Soral, bienvenue, bonsoir et bienvenue. Et puis nous avons aussi ce soir donc Xavier Moreau, qui est, je le rappelle, un Syrien, diplômé de la Sorbonne en histoire des relations internationales. Vous êtes installé à Moscou depuis 26 ans déjà. Vous dirigez le site d'analyse géopolitique incontournable qui s'appelle Stratpol. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont 2 chefs-d'œuvre aussi, d'ailleurs, de l'effondrement de l'URSS au retour de Vladimir Poutine aux éditions Ellipse, et chez The Book Édition, le livre noir de la gauche française. Vous avez une émission hebdomadaire sur Divergence Politique, mais aussi sur le média RT basé à Moscou. Vous intervenez aussi régulièrement sur Géopolitique Profonde, et donc j'ai le plaisir aussi de vous accueillir ce soir. Donc, bienvenue à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous deux. Bonsoir à tous. Alors, nous sommes là pour faire le point, en gros. Faire le point. Alors, avant qu'on fasse le point, amis internautes, j'ai quand même quelque chose à vous faire passer, un petit message à vous faire passer. Pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez à liker aussi et à activer la cloche. Ding, 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 ding. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. On n'a pas le choix. Hein. Si on ne fait pas ça, voilà, ça manque de vues, etc., etc. Donc, alors, nous sommes là, entre autres, pour déjà comment faire un bilan de la France. Bilan de la France parce que la dégradation continue sous les présidences, et ça s'est accéléré même d'ailleurs, sous les présidences de Nicolas Sarkozy, puis François Hollande et maintenant Emmanuel Macron. Alors donc, on a un affaiblissement de l'autorité de l'État, on a un endettement massif et on a aussi des industrialisations, je vais y arriver. Alors, est-ce qu'on peut commencer déjà par faire le point sur cela? Qui commence, Alain ou Xavier? Je crois que ni l'un ni l'autre ne vivons plus en France. Ouais. Honneur aux anciens. Honneur aux anciens. Moi, je vis réfugié en Suisse et lui a choisi l'exil en Russie. Donc déjà, c'est un marqueur. C'est-à-dire que nous qui sommes quand même des patriotes et on va dire normalement des individus qui avons des qualités pour pouvoir normalement accéder à l'élite de notre pays, si on était à une autre époque, même si on était encore dans les années
dans les années 60, eh ben, le marqueur, c'est qu'on a été obligé, pour avoir une vie à peu près acceptable et digne, de s'expatrier tous les deux. Donc c'est quand même un signe, c'est qu'aujourd'hui, la France se vide de ses forces vives, on va dire, de ses entrepreneurs, parce que je sais que c'est un terme que Xavier aime bien et que moi j'aime bien aussi au sens très large, parce que vivre, c'est entreprendre. Et il y a quand même on est dans un système parasitaire qui ne fait que s'aggraver. Et qui vient évidemment des élites, hein, c'est-à-dire des élites qui conçoivent l'État comme quelque chose sur le dos duquel vivre, avec toujours cette idée, tu sais, d'abstraction qui fait que quand c'est l'argent de l'État, on occulte que c'est l'argent des gens qui entreprennent et qui créent de la richesse. Il y a cette manière de faire oublier, tu sais, pas en supprimant une médiation, tu sais, tout le monde rêve de vivre de l'État. Le problème, c'est que l'État n'est pas auto-fonctionnel. Et puis par ailleurs, en même temps qu'on chasse les entrepreneurs d'une certaine manière et les forces vives, on remplit la France de parasites, non pas du haut, mais de parasites du bas. C'était un slogan d'égalité-réconciliation il y a déjà des années. C'était l'union des parasites du haut et des parasites du bas. Mais avec cette petite nuance, c'est que c'est les parasites du haut qui font venir les parasites du bas et pas l'inverse. Voilà, donc il faut garder présente d'un point de vue moral les hiérarchies de responsabilité. Voilà, moi si je peux lancer la discussion comme ça, et puis je passe la balle à Xavier. À Xavier Moreau. Ben justement, alors Xavier, votre réaction? Xavier a disparu momentanément, j'ai Ah, l'impression. oui, effectivement, Xavier a un problème de connexion. Bon, ben là, on va continuer. Alors, le temps que Xavier se reconnecte, puisqu'apparemment, oui, il y a un petit souci de connexion. Bah après, Alors, ouais, on peut continuer ouais. à faire remarquer que ce parasitisme qui est devenu un parasitisme systémique à partir de Mitterrand, avec cette idée tu sais, d'État-providence, cette vision keynésienne de relance par la consommation, c'est-à-dire de distribuer de l'argent pour que ça se mette à fonctionner. Ce parasitisme qui était au départ marginal, c'est le principe, c'est que tout système a une marge parasitaire, mais il faut que cette marge reste une marge. Et progressivement, ce parasitisme est devenu de plus en plus important et dominant. Et aujourd'hui, il est mortifère, tu sais, comme dans une métaphore, tu sais, du lierre qui entoure l'arbre et qui à la fin tue l'arbre sur lequel il vit, quoi. Et là, on arrive à un moment critique où d'ailleurs on se rend compte qu'on est passé au niveau des élites avec la présidence Macron, du parasitisme au pillage, puisque aujourd'hui il y a une dimension de pillage, notamment à travers la vente accélérée et quasi systématique des fleurons de l'entreprise française dans des secteurs stratégiques, on pense à Alstom, mais à d'autres sociétés, que tout ça est en train d'être bradé chaque jour aux États-Unis. Quand c'est pas les États-Unis, c'est à l'Angleterre, donc quand même à la puissance anglo-saxonne. Et on a à la tête de l'État français pour l'instant des gens dont la fonction, on a l'impression, est de liquider la France. Et donc on est dans une période qu'on pourrait qualifier d'effondrement terminal. Hein. C'est plus quelque chose d'agaçant, de gênant ou de critiquable, c'est quelque chose de structurel. C'est qu'on est en état de mort lente là. Ouais, c'est ça. Ah, je vois que Xavier est de nouveau connecté. Xavier, donc, on était prêts tous les deux à vous passer la parole, puis tout d'un coup, bon. Alors, Oui, mais non, je vais rebondir allez-y. sur ce que dit, non, parce que c'est intéressant. Je faisais une conversation que je faisais à un de mes amis il y a pas très longtemps à Moscou. C'est qu'on parlait d'un jeune Français entrepreneur qui est venu, qui s'est installé à Moscou il y a quelque temps et qui est en fait, en train de décoller dans le business, qui, a plein d'idées et en fait, c'est souvent ce que j'ai observé des Français en liberté en Russie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, on le laisse, entreprendre, à partir du moment où il sait que s'il travaille dur, il pourra s'enrichir proportionnellement et que l'État vampire ne viendra pas tout lui piquer pour entretenir une classe de parasites, les parasites d'en haut, les parasites d'en bas. Hein, c'était le sens des gilets jaunes canal historique. Et ça, c'est quelque chose que je constate en fait. Hein, j'ai eu l'occasion de temps en temps d'aller à Dubaï, pareil, de rencontrer des Français là-bas. Dès qu'ils sont en liberté, en fait, mais c'est le génie français qui s'épanouit. C'est ça qui est dommage pour notre pays. Donc, on se dit qu'en même temps, il suffirait de prendre quelques mesures un petit peu, libérales du point de vue économique et que tout redeviendrait possible. Et la deuxième constatation que je voudrais faire, qui est plus historique, c'est que quand même, moi, je pense que tout a commencé lors du choc pétrolier de 1960, à partir de 1974 en fait. C'est les conséquences du choc pétrolier, c'est-à-dire qu'on n'a jamais pu
adapter notre économie à autre chose que de s'endetter progressivement. Et il y a une deuxième chose, une deuxième raison, je pense que le fossoyeur, c'est François Mitterrand, qui, alors qu'il s'était fait élire comme un socialiste, copie le modèle thatchérien qui avait décidé que finalement l'industrie, tout ça, ça sert à rien. On va envoyer faire ça dans des pays pauvres où la main-d'œuvre est pas chère. Et puis nous, on va faire du tertiaire. On va faire des emplois non productifs avec des bons restaurants, du tourisme et de la finance. Voilà. Et ça, c'était le plan initial. Le problème, c'est que on a pris, ils ont pris les autres pour des imbéciles, notamment les Chinois. Et les Chinois, ils ont dit d'accord, on va vous fabriquer vos slips à 50 cents, comme disait un de mes amis il y a une quinzaine d'années, en me disant les Chinois, ouais, s'ils veulent faire des slips à 50 cents, ça les regarde. Sauf qu'ils n'ont pas fait que des slips. Ils ont fait de la haute technologie, ils ont investi, ils ont des fondements historiques très solides, une solidarité interfamiliale très solide, une société très solide. Et aujourd'hui, ceux qui ont pris la première place. Et nous, avec ce modèle de tertiarisation de notre économie, on n'est plus capable de fabriquer quoi que ce soit. Même si demain, par exemple, et ce que je souhaite, on sortait de l'euro, de l'Union européenne, donc on dévaluerait, mais en fait, pour dévaluer, la phase de transition entre le moment où on va dévaluer, on va se prendre l'inflation, et la phase de production, ça va être terrible en France, ce qui va se passer. Donc en fait, aujourd'hui, des méthodes un peu brutales qui étaient possibles il y a encore 15-20 ans, aujourd'hui, on est passé en dessous de 10% du PIB en matière de production industrielle, donc c'est plus rien. Et pour dire, pour la petite histoire, le premier pays d'Europe en production industrielle et construction, c'est la Russie. Depuis même avant l'opération militaire spéciale, 32% du PIB, selon la Banque mondiale. L'Allemagne mais elle a baissé à 26-28, l'Italie à 22 et la France à 16. Et aujourd'hui, purement production industrielle, on est en dessous de 10%. Donc on est un pays en voie de tiers-mondisation. C'est Nicolas Baverès, pourtant, qui est quelqu'un que je n'apprécie pas particulièrement, qui le disait dans le Figaro. Et ça, c'est parce qu'on a laissé faire, on a créé une clientèle, un électorat captif qui dépend et qu'on enfonce dans la pauvreté. C'est des sujets dont on discutait avec Alain juste avant de démarrer l'émission. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, vous deviniez effectivement en off un peu de cela. Alors le problème, c'est que, en fait, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que quand même depuis Pompidou, depuis cette loi unique, la loi 1973, dite de Rothschild d'ailleurs, où l'État français, avant, on pouvait emprunter à la Banque de France à un taux quasiment zéro, je vais résumer très vite, et ensuite, avec cette loi dite de Rothschild de 1973, donc l'État a commencé à continuer à emprunter à la Banque de France, mais avec des taux d'intérêt de plus en plus forts. Donc, ça a commencé. Claude, est-ce que je peux vous corriger C'est pas la Banque de France, c'est sur les marchés financiers européens. C'est ça. Ouais. C'est sur le marché de l'argent. Ouais, parce que souvent la loi de 73, elle est mal interprétée. C'est qu'en fait, dans la loi de 73, il y a possibilité que l'État français aille emprunter, se finance lui-même, mais il faut passer devant le Parlement. Et en fait, tous les gouvernements successifs ont choisi, plutôt que de passer devant le Parlement, d'aller emprunter sur les marchés financiers par facilité. Parce que moi, par exemple, c'est assez intéressant ce qui se passe quand on regarde par rapport aux États-Unis. Pour passer le budget, ça doit passer devant le Congrès. Sinon, ça passe pas. Et nous, on n'a jamais ce genre de choses où finalement, parce qu'on peut s'endetter. Alors en ce moment, c'est un peu particulier parce que derrière le fait d'avoir un budget, il y a en fait une querelle politique. Il y en a qui veulent les élections, la destitution, etc. Mais sinon, globalement, en fait, pendant plus de 50 ans, on nous a fait passer des budgets avec la facilité d'aller emprunter sur les marchés, parce que la France était riche et qu'on pouvait s'endetter indéfiniment. Et l'argument, je me rappelle, c'était soi-disant pour lutter contre l'inflation, parce qu'à l'époque, on avait une inflation à 2 points, et on disait que d'emprunter sur les marchés financiers plutôt que d'autofinancer était un espèce d'instrument de contrôle et de sérieux pour éviter qu'on joue trop sur la planche à billets en interne, avec, je rappelle, à l'époque, une inflation qui était quand même à 15%. Ça a été l'argument à l'époque. Et malheureusement, ce qu'on regarde sur les résultats sur le long terme, c'est que c'est une stratégie qui est une stratégie européenne en réalité. C'est une stratégie, finalement, ça revient à une stratégie supranationale. En fait, a appauvri la France progressivement. Si on fait un bilan de 73 aujourd'hui, on a un bilan déclinant. Donc on sait aujourd'hui que quel que soit l'argument,
ça a été négatif, quoi, voilà. Mais après, la complexité du dossier, c'est que la Banque de France n'a jamais été, et a toujours été une banque privée depuis Napoléon, hein. Oui. Ça n'a jamais été une banque publique, hein. Mais on avait l'idée d'en pouvoir emprunter à taux zéro. C'était ça l'idée, pour des infrastructures et pour en fait, qu'on puisse être un État stratège. C'est ça. Ce qui a permis, à mon avis, la modernisation de la téléphonie, ce qui a dû permettre aussi la modernisation, par exemple, du train et des choses comme ça. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est là où je peux avoir des désaccords, c'est qu'en fait, on est dans une logique libérale. Cet emprunt sur les marchés fait partie de ce qu'on appelle une logique libérale, c'est-à-dire que l'État doit se soumettre à une logique qui est au-dessus de lui, qui est la logique économique pure. C'est pour ça que c'est toujours hyper ambigu, parce que libérer l'entreprise et le libéralisme intégral, parfois, ça peut être contradictoire. Parce que parfois, pour libérer l'entreprise, il faut un État stratège et un volontarisme économique qui peut être rentrer en contradiction avec la liberté du marché. C'est pour ça que de toute façon, moi, je me méfie de l'économie. Je pense que c'est pas une vraie science. mais on se fait. Il y a toujours des gens qui nous emmerdent sur cette loi de 73, qui contestent son interprétation, qui nous disent que c'était absolument nécessaire, etc., etc. Hein. Oui, absolument. C'est pas. Il n'y a pas de bilan définitif sur cette histoire. Le bilan, par contre, c'est que la France, si on compare à ce qu'était la France sous De Gaulle, quoi, on n'a fait que plonger, hein, en réalité. Et puis n'oublions pas que on nous parle du premier choc et du deuxième choc pétrolier, parce que c'est quand même aussi mettre ça sur le dos des Arabes. mais en fait, ça a permis d'habiller pas mal de trucs, hein. Oui, Enfin, c'est vrai. Le problème, c'est qu'on a oublié qu'on n'était pas les États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis, ils peuvent imprimer du dollar, ils en impriment encore, parce que leur monnaie, c'est même encore aujourd'hui, même si c'est descendu à 40% de la totalité, réserve, que c'est sur le déclin, c'est quand même une monnaie internationale. Il y a des tas de choses et des tas de pays qui, avant d'acheter quelques biens dans le monde, eh bien, achètent d'abord du dollar pour le faire. Donc les Américains pouvaient se permettre, même après la rupture de Nixon, pouvaient se permettre d'émettre du dollar, on en avait besoin. Mais nous, on n'a jamais pu faire ça. Nous, personne n'avait besoin ni du franc. L'euro, ça a failli, ça aurait peut-être pu fonctionner, sauf que, et les Russes d'ailleurs, en 2022, ils avaient 40% de leurs réserves de change en euros. 40%. Aujourd'hui, c'est zéro. Et tant mieux pour eux, parce qu'ils ont pris de l'or et du yuan. Et que le yuan et l'or sont en train de décoller comme jamais. Les réserves de change russes ont gagné 200 milliards de dollars en plus par rapport à 2022, parce qu'ils ont changé de ces monnaies pas fiables. Ils ont abandonné la livre sterling, le dollar et l'euro. Alors que nous, on a eu Sarkozy, qui 5 fois a liquidé des tonnes et tonnes d'or françaises pour soutenir le dollar. C'est-à-dire qu'on a quand même aussi une réalité qui est la haute trahison de nos chefs d'État, qui sont depuis, on va dire, après l'édiction de De Gaulle, c'est allé étape par étape, mais à partir d'un certain moment, ce sont des agents américains, pour pas dire plus. Et Sarkozy, aujourd'hui, qu'on nous présente presque comme, tu sais, le comte de Monte Cristo, celui qui pourrait revenir sauver la France. Et quand même, Sarkozy l'Américain, on l'appelait Sarkozy l'Américain, qui était vraiment un traître à la France, qui d'ailleurs avait fait enlever, je simplifie un peu, mais de la Constitution, l'idée de haute trahison pour le président de la République, je crois, hein. Ça a été enlevé à ce moment-là, hein. Il a fêté Trafalgar avec les Anglais, hein. Faut comme... il faisait du footing avec un maillot de la police new-yorkaise, quoi. Il y avait vraiment l'idée. Malheureusement, c'est la continuité du rock'n'roll et du charme de l'American Way of Life et puis du soft power américain. C'est qu'à un moment donné, on a réussi à nous vendre en France qu'il fallait un président à l'américaine pour que la France soit encore tienne sa place dans le concert des nations, qui est quand même, si De Gaulle avait vu ça, d'autant plus que Sarkozy est censé être dans la continuité du gaullisme. Je sais pas si tu vois quand même ce qu'on s'est pris dans la gueule depuis l'édiction de De Gaulle. Si je peux quand même, en tant que citoyen russe et qu'habitant en Russie, le passage de Sarko reste un âge d'or pour la relation franco-russe. Oui. Honnêtement, de ce côté-là. Sur la Géorgie, je crois qu'il avait assez bien géré certains dossiers. Sur la Géorgie, il a été bon. Les Mistral ont été une véritable rupture. C'est ça qui était paradoxal avec lui, c'est que d'un côté, il rentrait dans le commandement intégré de l'OTAN. Au moment où il fallait sortir complètement de l'Alliance, en fait, c'était totalement anachronique. Mais de l'autre côté, en fait, il a ouvert une relation, parce que je pense que l'erreur de Sarkozy, il admettait que les États-Unis soient primus inter pares. Et il pensait que lui pouvait être, comme vient de le dire le Premier ministre belge, un vassal heureux. Et il n'avait pas compris que pour Washington, on est des esclaves.
Il n'y a pas de primus inter pares, on est tous experts. Non, tu te soumets et tu la fermes. C'est ça, en fait, ce qu'il n'avait pas compris. Et je pense que d'ailleurs, les scandales qui s'est pris, je pense que les réseaux américains ont joué contre Sarko à cause des Mistral et à cause de l'affaire géorgienne. Qui a été voilà. Et évidemment, à côté de ça, ça n'enlève rien à la Libye, ça n'enlève rien, mais qui a d'ailleurs énormément choqué les élites russes à ce moment-là, je me souviens très bien. Mais globalement, je crois que finalement, Sarkozy, c'est le dernier qui pensait qu'il pouvait avoir une place qui ne soit pas celle d'un esclave, mais celle d'un vassal. Mais la vassalité suppose un respect vis-à-vis du suzerain et puis des devoirs partagés. Et là, Mais c'est qui t'a fait roi, qui t'a fait duc. Hein, c'est ça. Et là, on voit très bien avec Trump. Et l'avantage avec Trump, c'est que Trump, il ne le cache pas. Non, vous êtes des esclaves et vous arrêtez de me casser les pieds. Le Groenland est une colonie danoise, ça va être une colonie américaine, c'est comme ça. Pourquoi Parce qu'on peut. Et il y a aussi c'est ça. La petite nuance qu'on peut faire justement entre empire et hégémon, parce que je sais qu'on a des amis qui sont assez... En fait, l'Amérique de 1945, on peut pas la considérer comme un empire avec le plan Marshall, c'est-à-dire qu'elle a les moyens de créer une espèce de dynamique qu'on peut encore qualifier un peu de gagnant-gagnant. Mais aujourd'hui, où cet empire est en voie d'effondrement, on le voit avec Trump, il passe d'empire à hégémon, c'est-à-dire c'est un pirate. C'est-à-dire que comme il peut plus se battre à armes égales contre la Chine et contre l'alliance russo-chinoise, il se venge et il se refait sur son vassal qui passe d'échanges gagnant-gagnant à subalterne piraté. Et là, on est sorti justement de la Pax Americana, c'est-à-dire d'une puissance qui était suffisamment bien installée pour pouvoir donner l'idée dans un empire de cet échange gagnant-gagnant. Parce qu'un empire, c'est toujours une nation qui domine d'autres nations, mais qui fait une proposition qui fait qu'on a intérêt à y adhérer, ce qui a été à peu près la mutation de la Gaule à la Gaule romaine, ça a été un peu ça, c'est qu'on y avait quelque part intérêt. Et si on regarde la grande époque de l'empire musulman, il y a une idée gagnant-gagnant derrière, tu sais, c'est que tout le monde y trouve son compte. Mais aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que on ne peut absolument plus dire que l'Amérique nous protège ou que l'Amérique ou qu'est dans le camp américain, tu vois, cette espèce de fiction du camp occidental. Il est évident aujourd'hui que comment dirais-je, l'Amérique se prolonge un peu sur notre dos d'une manière ultra violente et que c'est sa seule solution pour continuer à exister encore un peu avec son arrogance. Et effectivement, Trump a cette qualité, c'est qu'il ne le cache pas. Il ne le cache pas. C'est à la fois assez vulgaire et assez choquant, mais en même temps, on a un président des États-Unis qui incarne exactement ce que sont devenus les États-Unis. C'est comme on a une France avec Macron, on a un Macron qui incarne exactement ce qui est devenu la France. Ils sont assez cohérents tous les deux, même si l'un maîtrise l'autre totalement. Mais alors, à ce propos justement de Emmanuel Macron, normalement, 2027, il ne pourra plus être président. Encore que Richard Ferrand peut toujours modifier la Constitution pour lui permettre de briguer un troisième mandat. Je le mets toujours un peu en point d'interrogation. Mais normalement, il ne sera plus président. Alors, je vous pose la question à tous les deux. Comment vous voyez un peu cet avenir de la France à partir de 2027 ? En fait, on y est quasiment. Puisque Macron a quand même enfoncé les derniers clous autour du cercueil appelé France. Je ne sais pas si... Voilà, peu importe. Il y a l'idée aussi qu'il pourrait se maintenir à la Zelensky, et d'où l'idée de ce bellicisme anti-russe complètement délirant. La seule cohérence de ce bellicisme anti-russe, c'est que ça permettrait à un moment donné de suspendre le processus électoral, de nous mettre en état de guerre, avec donc quelqu'un qui se maintient au pouvoir. Je ne sais pas quelle est la constitution exacte, mais on voit bien que Zelensky est toujours à la tête de l'Ukraine, alors qu'il devrait y être à la faveur de la guerre. Et on voit bien qu'il y a un rêve de Macron, pour lequel d'ailleurs il avait reçu, je rappelle, le prix Charlemagne, c'est de passer de président de la France à président non pas de l'Union européenne, mais de quelque chose qui sera obligé de muter en États-Unis d'Europe à cause de la soi-disant menace guerrière russe, avec l'idée aussi de faire une armée européenne, tu sais, tout ce bidule. Et ça, Macron, comme c'est un enfant psychopathe qui veut pas renoncer à son jouet qui s'appelle l'Élysée, parce que sinon il va retomber, tu sais, dans un espèce d'anonymat qui conduit à la dépression quelque part. Tu sais, le président qui n'est plus président, ça doit être très très dur, tu sais, du jour au lendemain. Et on peut imaginer que cette volonté guerrière qui l'anime, je dirais, c'est lui qui est le plus animé par ça de toute l'Europe, si on met un peu de côté les Anglais.
C'est peut-être parce qu'ils disent: «Si je veux me maintenir, j'ai besoin de la guerre contre les Russes, de Oui. transformer l'UE en États-Unis, machin, avec de passer de président de la France à président, de l'Europe, Oui. à cause d'une situation de guerre qui nous serait imposée par la menace russe». Et là, d'un seul coup, ce schéma un peu délirant prend une certaine cohérence par rapport à la folie Macron. Et c'est pas Oui. forcément délirant parce que ce type est quand même fou. Donc, Oui, donc c'est absolument. Non, mais c'est vrai. Xavier, une Ah oui, moi, réaction? je pense que le fait de se concentrer sur le personnage de Macron est fondamental. Notamment, il y a un livre que j'ai découvert il y a pas très longtemps qui a été écrit en 2016 avant qu'il soit président, qui s'appelait L'étonnant Monsieur Macron, et dans lequel on apprend que Emmanuel Macron, quand il arrive chez Rothschild, il n'y connaît rien. Ce fameux Mozart de la finance, il ne sait pas ce que c'est qu'un EBITDA, donc il y a un système de notation des entreprises avant impôt. Et donc, moi, je ne suis pas du tout financier, mais j'ai des amis qui le sont. Et donc, il me dit, c'est le truc de base. Il n'y connaît rien. Et en fait, finalement, et donc, il est décrit par les collaborateurs de Rothschild, puisqu'il est imposé par Rothschild, et comme le mec sympa qui discute avec tout le monde, qui veut bien s'entendre, voilà. Et à côté de ça, vous ajoutez le bouquin qui vient de sortir, Le Président Toxique. Et évidemment, vous avez un type qui est dangereux, qui est par sa personnalité est dangereux, par son ambition, par son mépris et son côté asocial vis-à-vis des autres. D'ailleurs, on voit Alain Minc et Attali qui l'ont porté sur les limbes de la présidence. Aujourd'hui, ils le détestent, ils l'insultent quasiment. C'est le pire président de la Ve République. Donc effectivement, ce type, on ne sait pas où il va aller. Il a sûrement pas envie de retourner à la banque Rothschild, et occuper le poste il servait les cafés, comme dirait Alain de temps en temps, aux collaborateurs qui, eux, s'y connaissaient en finance. Moi, je disais, il fait les pipes et le café, mais là, ça serait un peu abusé. Non, on ne peut pas dire ça. Donc, il faisait le café, j'imagine. Mais c'est vrai que quand on s'attache à ce personnage, on n'a pas envie qu'il continue, parce qu'il fait courir un risque à cause de lui-même. Et ça aussi, c'est un aspect qu'il ne faut pas oublier. Même si derrière, il y a des machines, des réseaux qui mettent en place des gens, il y a après la responsabilité de ces gens-là. Et Macron est extrêmement inquiétant à cause de sa personnalité, ses fragilités, Et puis, voilà, il y a deux données qu'il faut avoir en tête. C'est que malheureusement, c'est un effet pervers qui n'était pas prévu. C'est à cause du pouvoir du président de la République français dans la Ve République. C'est sans doute le président qui a le plus de pouvoir au monde de tous les présidents, hein. Il a plus de pouvoir que le président turc, hein, si tu regardes les pouvoirs que lui donne la Ve, tu vois. Donc il est dangereux. Et en plus, sur le mystère Macron, il y a de fortes chances que cette espèce d'enfant qui a été accompagné, voire mis au pouvoir avec un marqueur Rothschild très puissant, soit aussi quelque part non pas quelqu'un qui est arrivé par l'élection républicaine, mais avec une dimension, je dirais, monarchique cachée, hein. C'est-à-dire qu'il est possible que ce soit tout simplement un rejeton Rothschild qui a été mis là avec un projet qui est quelque part aussi, qui a à voir avec ce que j'ai dit tout à l'heure, une période de liquidation, où on est en train de liquider l'entreprise France ou la maison France. Et ça fait deux paramètres. Cet énorme pouvoir que lui donne la Ve et le fait qu'on ne sait pas trop d'où vient ce personnage qui a une dimension, même par son couple, complètement, je dirais, anormale. On pourrait dire atypique, mais c'est vraiment anormal, hein. C'est très inquiétant. Il y a une dimension néronienne chez lui. Et ce qui est marrant, c'est que ce côté inquiétant se cumule au côté inquiétant d'une autre manière du président Trump. C'est-à-dire qu'on a quand même en ce moment, qui est aussi la marque du déclin, ce que j'appelle l'Occident décadent et qui n'est plus l'Occident collectif, l'Occident dégénéré, c'est qu'on a des représentants, que ce soit l'anglais, l'allemand, le français. Je mets de côté Mélanie, qui me paraît un peu fiable. On a des représentants de ces États occidentaux qui sentent quelque part, qui ont une dimension néronienne de période d'effondrement, qui peut-être peuvent annoncer une mutation. La seule chose qu'on peut espérer, c'est qu'on est dans une période de fin de cycle qui annonce une mutation qui est souhaitable. Ça peut, parce que sinon, les signaux sont tous alarmants, hein. Ben d'ailleurs, je me souviens dans le livre qu'avait publié Alain, ça doit faire je sais pas combien de temps, 20 ans maintenant, vers la féminisation, il y avait justement le passage à l'hystérie en fait. Et aujourd'hui, quand on compare par exemple le comportement d'un Modi en Inde, d'un Poutine en Russie, d'un Xi Jinping en Chine,
on a des gens extrêmement calmes, même quand leurs autres se comportent mal, ce qui est souvent le cas avec Macron. Alors que du côté occidental, en fait, on est au bout de cette féminisation. Ça crie dans tous les sens, ça se menace, c'est des ultimatums. Même Jean-Noël Barrot, mon nouvel ami, ministre des Affaires étrangères français, est toujours en train de balancer des ultimatums. La Russie doit, nous ne laisserons pas, nous allons prendre des mesures qui vont faire que. Bon, et en plus, ça nous ridiculise, parce que comme on n'a aucun moyen de faire quoi que ce soit, on est dans le mur. Et effectivement, c'est intéressant cette constatation sur l'effondrement des élites occidentales, quand on les compare aux autres. Je fais d'ailleurs remarquer que la société dans laquelle on est, qui est une société de tertiarisation, comme on l'a dit, la tertiarisation est consubstantielle à la féminisation. Puisqu'en fait, on peut faire monter un secteur tertiaire parce qu'on met des femmes au travail. Le tertiaire est intrinsèquement féminin, je rappelle. C'est ni le primaire ni le secondaire. Donc tu vois, cette stratégie de la tertiarisation était aussi une féminisation de la société qui a aussi une influence très importante. Ça, il faut revenir à mon livre, mon 3e chef-d'œuvre, ça fait vers la féminisation, sur ce que j'appelle la psychologisation du politique, tu sais, la régression psychologisante de la vision politique, qui est très importante, et puis le passage aussi qui va avec du social au sociétal. Il ne faut pas oublier, on est aujourd'hui dans une vision sociétale de la société, où on ne parle plus de choses sérieuses, primaires, secondaires, tertiaires, quaternaires, etc., mais du problème des femmes, des gays, avec à la fin cette idéologie terminale de cette séquence qui s'appelle le LGBTisme. Où la question centrale est de poser la question à un préadolescent de savoir s'il veut changer de sexe ou pas. Quand on en est là au niveau de l'idéologie dominante, ça s'appelle une idéologie de mort. Une idéologie de mort. Et c'est pour ça que, moi, c'est ce que je dis, c'est que l'idéologie de gauche qui finit dans le LGBTisme est en fait ce que j'appelle un soleil mort. C'est-à-dire que c'est pour ça que d'ailleurs Trump est au pouvoir aux États-Unis, parce que la gauche, en fait, n'existe plus d'une certaine manière. Et maintenant, la bataille, en fait, est entre deux droites. Je m'éloigne un peu du sujet, mais aujourd'hui, on voit que c'est entre néoconservateurs et néo-réactionnaires. La gauche, en fait, elle vit sur une vitesse acquise, mais quand la proposition que fait la gauche, c'est de savoir si les enfants doivent changer de sexe, ça veut dire qu'en fait, on est passé à une idéologie qui est purement mortifère. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est sorti du jeu, en réalité. Et la gauche est sortie du jeu, en réalité. Et malheureusement, la France est entièrement de gauche. Je rends à Xavier ce que je lui dois. Et je voudrais ajouter, parce qu'il y a une autre phase que j'ai découverte grâce à Contre-Culture, qui est l'immaturité permanente, et qui nous renvoie encore sur le personnage. Ça, c'est le jeunisme. C'est le jeunisme. Tu sais. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le modèle, en fait, c'est ce jeune. Alors lui, il appelle ça les Marissou. Alors, c'est un personnage je crois, de dessin animé, d'après ce que j'ai compris. Donc, en fait, c'est l'adolescente. C'est le personnage de la dernière trilogie de la Guerre des Étoiles. C'est-à-dire que c'est une gamine qui naît dans une décharge et qui, parce qu'elle a la force, elle a tous les talents. Donc, en fait, elle n'a pas de père. Il y a un soldat qui, à un moment, se lie avec elle, qui lui court après, qui est toujours, mais qui est un idiot, en fait. Donc, tous les types un peu mâles sont des idiots. Et elle, en revanche, comme elle a la force et qu'elle a vécu toute sa vie dans une décharge, elle sait se battre. Et elle affronte le fils de Dark Vador, là, je sais pas trop quoi, et tout va bien, et elle gagne. Et donc, en fait, et ça, c'est l'ultime étape, c'est vraiment la féminisation, l'immaturité, et puis après, la culture de mort, qui va finir, c'est ça, par des drames, parce que, notamment, si aujourd'hui on a un Elon Musk aussi réactionnaire, c'est parce qu'il l'a vécu dans sa chair. Son fils, ça a subi une opération pour faire une fille. Et ça, ce qui rappelle est une stérilisation systématique. Ouais. Puisque un garçon qui devient fille devient stérile, une fille qui devient garçon devient stérile. Donc on stérilise les deux sexes simultanément, ça veut dire qu'il n'y a plus de vision de reproduction de la population. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans une idéologie de mort au sens le plus radical. Absolument. En fait, il y a trois termes de l'effondrement, là, c'est jeunisme, féminisme, et aussi tiers-mondisation, il ne faut pas oublier. Hein. Et tout ça, d'ailleurs, c'est toujours contre le personnage qui a fait cette civilisation, qui est, on va dire, le mâle blanc depuis 50 ans. Hein. C'est parce que c'est lui qui a produit tous les artefacts, il ne faut pas oublier. C'est quand même l'homme qui a produit. L'ingénieur masculin de 50 ans, c'est lui, ce qu'on appelle le génie des mathématiques appliquées, c'est la civilisation occidentale. Et cette civilisation occidentale, aujourd'hui, est en train d'être détruite par des parasites qui ne peuvent exister que parce qu'ils sont assis dessus. Mais souvent, on ne se rend pas compte qu'on est, tu sais, que ce sur quoi on est assis. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas un hasard, un mâle blanc de plus de 50 ans qui a fait notre monde bourgeoisie technicienne et qui est insulté en permanence comme violeur, patriarche abusif, enfin tu vois le méchant,
qui aurait délégué le pouvoir de représentation et même plus à des enfants, à des femelles et à des gens venus du tiers-monde. Et en fait, c'est la réalité française aujourd'hui. Et ça ne peut donner qu'un effondrement. Malheureusement, quand tu dis ça, tu prends en Suisse une peine de prison ferme pour homophobie. C'est ce qui m'est arrivé. Tu vois, parce que j'ai essayé de le faire comprendre, tu vois. Et t'imagines que c'est la Suisse qui est au cœur du système occidental, tu vois. Faut pas oublier, hein, c'est Davos, la Banque des banques, etc., qui à un moment donné estime que un intellectuel qui fait un commentaire critique, parce que j'ai écrit toutes ces choses-là, mérite d'aller en prison parce qu'il a osé montrer du doigt le problème que quand on déléguait l'autorité à une féministe homosexuel pro-migrant, je rappelle, je vais même pas dire son nom, eh ben on est dans quelque chose de l'ordre du suicidaire social, tu vois. Et normalement c'est à moi qu'on devrait donner raison. Or c'est moi qu'on a mis en prison, puisque même si j'ai eu le bracelet, en fait, officiellement, j'ai été mis en prison pour avoir osé répondre à un personnage qui cumule tout ce qui accélère la destruction, on va dire, de ce qu'on appelle l'Occident, hein, donc voilà où on en est. Les historiens qui étudieront notre fin de cycle dans quelques siècles compareront ça à la fin de l'Empire romain ou à l'effondrement de l'Empire ottoman. Enfin, on en est là. Hein. Et alors, pour en terminer un peu avec la France, le problème, voilà, c'est que là, aujourd'hui, nous en sommes avec une dette publique qui a atteint des sommets, une pression fiscale qui devient abominable, une précarisation du travail et un déclassement social qui tombe dans les abysses, une explosion des inégalités. Nous avons un échec total à contrôler les flux migratoires. On a un échec de l'intégration aussi, d'ailleurs. Et alors, moi, j'ai envie de vous poser la question à tous les deux. Quand on additionne tout ça, on va où alors? On va où à partir de 2027? Quels sont vos pronostics à tous les deux sur la France et de facto l'UE? Moi, j'ai la foi en deux grandes nations européennes, c'est la Russie et la France. Donc, je pense qu'on a un rôle spécial dans le plan du bon Dieu pour notre continent et même pour l'humanité. Et donc, je pense qu'on va s'en sortir. Je pense qu'il y a des ingrédients objectifs, comme par exemple l'effondrement économique, qui sont souvent les déclencheurs des révolutions. Alors, c'est pas forcément que je souhaite une révolution, mais en tout cas, un grand mouvement, on va dire, politique qui va renouveler les élites. Hein. 1789, avant tout, c'est une crise, c'est la famine. Des femmes qui viennent chercher, des femmes de Paris qui viennent chercher le petit mitron à Versailles, c'est ça. Hein. Donc à la base, il y a toujours des crises de la dette, notamment dues à la guerre. Hein. C'est pareil en 1789. Pour aider les Américains, à se séparer des Anglais. Ça ne nous a pas rapporté sur le long terme. Non. donc en fait, il y a des ingrédients. Il y a aussi, je vois, moi je les vois après les événements qui me sont arrivés récemment, il y a quand même des Français qui sont admirables. Mais moi, j'ai reçu, je pense que Alain doit dû faire l'expérience bien avant moi, puisque c'est quand même un grand ancien par rapport à, et comme Dieudonné par rapport à moi. Mais je vois une volonté de m'aider, même des gens qui étaient prêts à prendre des risques pour le faire. Et c'est moi qui disais non, surtout faites pas ça, vous allez avoir des ennuis. Mais vous pouvez faire ça, etc., etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai vu beaucoup de bonté. Et c'est pareil que quand je vais faire mes conférences en France, je vois plein de gens qui veulent faire quelque chose. Je vois une génération de jeunes, contrairement à ce qu'on dit, effectivement, on appelle les zoomers, je crois. Mais en même temps, si vous voulez, je vais vous donner un exemple. J'ai un de mes camarades de promotion qui était instructeur à Saint-Cyr. Et je lui dis, alors, ils sont comment les jeunes Cyrards? Eh bien, il me dit, ils sont pires que nous. Parce que moi, par exemple, j'ai fait Saint-Cyr de 92 à 95. Donc, on avait gagné la guerre froide. En gros, on peut dire, la France rayonnait, on était les plus forts, on était dans le top 5 des puissances économiques. Enfin, j'ai pas quitté la France d'ailleurs après mon séjour dans l'armée parce que je voulais fuir la pauvreté non, je voulais découvrir la Russie. C'était positif ma démarche. Et il me dit, cette nouvelle génération d'officiers qui arrive, ils nous en veulent. Ils en veulent à la génération des colonels quand ils voient ce qu'on a fait de la France. Et il m'a dit, ils sont extrêmement exigeants. Et donc, si ça existe à Saint-Cyr, ça doit exister chez les producteurs en France, ça doit exister dans des tas de catégories socio-professionnelles qui simplement soit ont peur, soit n'osent pas l'exprimer, soit se disent qu'ils sont tout seuls à penser ça. Et c'est pour ça que c'est hyper important de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire d'expliquer que les gens normaux, c'est nous. Et que l'avenir de la France, c'est eux.
Donc, moi, contrairement à ce qu'on entend souvent sur la nouvelle génération, oui, il y a, je dirais, il y a le tiers état, il y a la masse qui va dans le sens qu'on lui dira, mais ça, à la limite, en 15 jours, il suffit de changer le programme télé, ça partira dans le sens qu'il faudra. Et puis, il y a quand même encore une fois, des catégories socio-professionnelles, de travailleurs, de producteurs, de gens qui sont là pour servir la France. Et lorsque l'occasion viendra, lorsque, comme le disait Jacques Bainville, les circonstances rencontreront l'homme exceptionnel, comme Napoléon en son temps, eh bien là, les choses pourront bouger. Alors, en espérant que ça se finisse mieux qu'avec Napoléon. Mais ce que je veux dire, c'est quoi là, et moi, je crois, encore une fois, j'ai la foi, donc je sais que le bon Dieu ne laissera pas tomber la France. En tout cas, il y a quand même un signe en ce moment, c'est que François Hollande nous dit que son téléphone n'arrête pas de sonner. C'est-à-dire qu'il y a tellement plus personne pour la prochaine présidentielle que même François Hollande pourrait penser à revenir. Hein. Et je rappelle qu'il avait quand même déjà foutu dehors Sarkozy. C'est-à-dire qu'on a oublié que Sarkozy a été battu par Hollande et que Hollande s'est retiré face à Macron. Enfin, on est quand même dans l'aspect quand même mécaniquement positif de cet anti-élitisme français depuis les années Mitterrand, c'est qu'il n'y a personne aujourd'hui pour incarner la relève produit par le système lui-même. Parce qu'on a même oublié qu'il y avait un certain Philippe, là, on nous parlait de, je sais pas quoi, Édouard Philippe, je sais plus son prénom. C'est qu'en fait, il y a personne. Oui, et ça, c'est plutôt bon signe, parce qu'ils n'ont même pas été capables de fabriquer un escroc présentable, comme l'était quand même Sarkozy. Sarkozy savait s'exprimer. Il était encore formé, je dirais, à peu près politiquement. Aujourd'hui, il n'y a personne. Et je vous dis, la preuve qu'il n'y a personne, c'est qu'Hollande pense peut-être. Il y a Glucksmann, Alain, il y a Glucksmann. Oui, non, mais là, on sait qu'il n'y a pas, parce qu'en réalité, on voit, il y a quand même des sondages qui sont un peu faits. On voit que les types, ils sont en train de fabriquer CNAFO de façon accélérée pour faire oublier Marine et Marion. Marion, c'est facile de l'oublier. Hein. Et on voit bien, et même Zemmour, ça a échoué. Ils ont essayé de nous fabriquer avant les Zemmour, ils plafonnent à 5-7%, il ne faut pas oublier. Hein. Donc, en fait, on n'a que des représentants politiques qui sont tous au niveau de ce qu'étaient les représentants de l'extrême gauche, hein, Poutou, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui représente un pourcentage suffisamment critique. Si, enfin peut-être même, je dirais, en procédant négativement, finalement, Bardella devient crédible pratiquement, tu vois. Bardella est presque crédible, ce qui est quand même énorme parce que c'est un gamin qui n'a jamais travaillé, qui a bien progressé en média training, mais qui n'a, tu sais, aucune épaisseur, c'est de profil, en fait, tu vois ce que je veux dire, tu le mets de profil, il disparaît, tu vois. Et ça, c'est quand même un signe positif, moi, je dirais. C'est qu'ils n'ont pas, le système tellement décadent et dégénéré n'a pas été capable de produire, tu sais, des figures pour pouvoir continuer quelque part à nous arnaquer. Il n'y a personne, voilà. Alors, on a eu l'exemple assez intéressant avec Bardella sur la question qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire sur le Groenland. Et là, tout d'un coup, on a vu la faillite en disant il faut cesser d'être naïf, l'Europe doit devenir forte. Ok, bravo. La seule réaction, c'est on sort de l'OTAN. C'est bon, c'est fini, on n'en a plus besoin. Puis en plus, on n'en a pas besoin puisqu'on a 300 ogives nucléaires. Et là, on voit à quel point le média training ne suffit pas. À un moment, on est face à une contradiction. C'était peut-être au programme de la semaine d'après, tu sais. Tu vois, il n'avait pas fait le petit travail parce que le prof était absent et puis du coup il n'a pas de réponse parce qu'en fait oui, on peut pas lui reprocher, c'est quand même un gamin qui est assez bon à l'oral parce qu'il a un petit côté rentre-dedans qui est plutôt plus efficace que de passer son temps à s'excuser, tu sais, face aux journalistes. Et puis il a un physique, il est pas mal, mais je veux dire, on voit bien que si lui, puisque je crois que Marine est inéligible, là, ça y est, non, c'est pas tombé que Marine était définitivement inéligible ou c'est non, c'était le parquet, je crois. Je suis pas sûr que ça soit tombé, mais bon, bref, c'est dans les tuyaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre système de domination, que je veux pas qualifier, j'ai pas envie de m'attirer d'ennui, se disent merde, quelque part, on va être obligé d'accompagner Bardella parce qu'il y a rien d'autre, hein. Et ça sera. Je veux dire, après Macron, Bardella, ça peut être assez rigolo. On aura de quoi alimenter le bêtisier. Tu vois. Mais oui, tout ça, quelque part, tout ça, ce sont des signes, je dirais presque positifs. C'est-à-dire qu'il va falloir changer radicalement de paradigme à un moment donné. On est à la fin de quelque chose. Hein. C'est les circonstances. Et d'ailleurs, si je voulais être un peu taquin, je dirais que le seul personnage politique un peu formé dans tout ça et qui a une épaisseur et qui a une culture politique, c'est Mélenchon. C'est tragique d'être obligé de faire ce constat quand tu sais que moi,
Je sais qui c'est depuis. C'est un bébé Mitterrand qui a appelé à voter oui à Maastricht, qui sort du Grand Orient. Il a rien à voir avec la gauche historique. On sait ce que Gramsci disait de lui à l'époque, etc. Et ben c'est le seul personnage politique qui a une épaisseur aujourd'hui. C'est le seul qui vient de déclarer, en s'alignant, enfin en tout cas en rejoignant, en convergeant avec Alice Weidel de l'Alternative für Deutschland, qu'il faudrait rouvrir Nord Stream, qu'il faudrait réintégrer la Russie dans l'économie, parce que c'est bon pour la France. Il tient un discours national, c'est le seul qui tient un discours parce qu'il est national. formé. En fait, s'il pouvait se libérer de toutes ces chaînes, qui d'ailleurs il est en train de le faire un peu à la Doriot, parce que ses propres sponsors qui ne lui ont pas donné ce qu'il méritait ont fini par le massacrer parce qu'il est resté de gauche antiraciste en réalité. Ce qu'on reproche à LFI, c'est d'être resté sur le sociétal antiraciste et que Gaza a changé la donne. Mais s'il pouvait se libérer totalement de ces chaînes, il pourrait devenir un leader nationaliste social, tu vois, un leader nationaliste social, capable de nous proposer une vision stratégique pour la France, avec une vraie cohérence. Il a le niveau, c'est le seul. Bon, il y a Asselineau et des gens comme ça, mais je veux dire, Asselineau n'est pas un tribun. C'est un conférencier, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est un constat qui est quand même amer de se dire aujourd'hui, c'est quand même celui qui nous fait le moins honte, même comme tribun, c'est Mélenchon. Ça fait quand même mal, hein. Oui, ça fait mal. Ça, c'est vrai qu'on peut pas. Donc voilà. Donc effectivement, on a les bases à peu près d'un futur. Il pourrait se dessiner donc à partir de 2027. Affaire à suivre. Bon, déjà, je pense que les municipales, là, dans peu de temps, vont peut-être nous donner peut-être une indication. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux. Ça va dépendre un peu de la tendance. On va voir. Moi, j'aime bien. Non, vas-y. Non, vas-y. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a deux courants forts en France. Celui porté par le RN, c'est-à-dire du populisme un petit peu de droite, et puis celui porté par LFI, qui est ce Français profondément antiraciste et généreux, et que malheureusement, ces gens-là, qui devraient s'associer, parce que ce sont deux victimes du système, ce sont deux paupérisés du système, et qui ont été, en termes de catégories socio-professionnelles, Todd le dit d'ailleurs, hein, sont assez proches. En fait, c'est l'idéologie qui les éloigne, mais en fait, sur les conditions objectives de vie, et même d'ailleurs sur la réalité du monde du travail, ils devraient... S'ils se rapprochaient, ils pourraient sauver la France. Malheureusement, le système a été suffisamment bien conçu pour qu'il se neutralise. Et se neutralisant, finalement, le macronisme, même sans Macron, arrive à se maintenir au pouvoir en présentant moins de 10% d'adhésion. Et la tragédie, c'est pour ça que moi, mon mouvement, c'est toujours appelé égalité, réconciliation, gauche du travail, droite des valeurs, parce qu'en fait, ça rejoint toujours la même chose, c'est qu'il faut une réconciliation nationale des victimes du système. Or, le système aujourd'hui, par un matraquage idéologique fallacieux, pousse ces victimes des mêmes et de la même mécanique à s'affronter systématiquement sur des questions qui sont en réalité très secondaires, racistes, fascistes, alors que ça n'existe pas. Et ça, malheureusement, quel homme politique pourrait avoir le courage de dire en réalité, vous devriez marcher ensemble. C'est pour ça que j'en prends plein la gueule, parce que c'est là où tu en prends le plus plein la gueule, c'est quand tu veux faire un travail de réconciliation, de convergence. Mais si ce travail n'est pas fait, on ne peut espérer un changement de régime que par quelque chose de l'ordre du coup d'État. Et là, moi j'ai des antennes, je ne sais pas si Xavier en a, on ne devrait pas le dire, mais les militaires commencent à être très agacés en France. Il y a quand même... Il n'y en a plus beaucoup qui me parlent, pour être parfaitement honnête. Mais il y a un agacement chez les militaires, hein, ils sont inquiets. Hein. Oui, ça c'est clair. Non, mais ça c'est vrai. Moi je pense que par exemple, notamment, on voit notamment des soi-disant des sondages où l'armée est derrière Emmanuel Macron contre la Russie, etc. Moi je peux vous dire, les officiers de l'armée de terre, c'est 85% pro-russe. Même si les murs et ceux qu'on voit parler, qui d'ailleurs ressemblent pas beaucoup, même pas à des militaires, mais même pas à des hommes, évidemment s'alignent derrière Emmanuel Macron. Mais derrière, il y a des gens qui connaissent l'histoire, parce qu'un officier français connaît l'histoire, et donc ils savent très bien qui sont nos alliés, qui sont nos ennemis. Donc voilà. Pour revenir sur le municipal, moi c'est des élections que j'aime bien, parce que je pense qu'aujourd'hui, autant au niveau national, tout est contrôlé. Autant au niveau local, on peut agir. Et surtout qu'on va arriver dans des temps difficiles, des temps compliqués, où il faudra finalement, comme au temps des invasions barbares, se replier sur sa paroisse, sur les autorités locales, pour s'entraider. Donc ça crée du lien social, d'avoir des gens bien représentés. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, d'autant plus qu'on peut voter pour des élus du RN.
même si moi, par exemple, je ne voterai pas pour un candidat du RN au niveau national, mais je pourrais très bien voter au niveau local pour un député, pour un maire qui fait son travail, qui correspond à mes idées. Et il y en a au sein du RN. Et puis, il y a un petit truc aussi que j'aimerais bien, c'est qu'il y a une grosse municipalité qui passe avec un musulman de la France insoumise pour savoir s'il ferait les mariages homosexuels. Voilà. Et s'il interdirait les crèches, au nom de la laïcité. Les crèches. Parce que cette incroyable arnaque, c'est de nous faire croire que les musulmans sont contre les crèches, contre Jésus et la Vierge Marie. Alors que, franchement, quand on connaît le terrain et la théologie, c'est faux. C'est à chaque fois la libre pensée, c'est-à-dire les réseaux maçonniques, qui attaquent les symboles religieux catholiques, je le rappelle, et qui, par contre, ne posent aucune protestation contre les fameux défilés de chandeliers à 9 branches d'Hanouka. On a quand même aujourd'hui des symboles paradoxaux sur l'escroquerie de la laïcité qui devraient finir quand même par faire réagir, je dirais, les masses. Quoi. Ça devient obscène. Ça devient obscène. Quoi. Il y a une station dédiée à la Vierge Marie, station de métro en Iran. Ah bon? Donc, ah ça, oui. Je ne savais pas ça. Ah oui? C'est inauguré, oui, bien sûr, et inauguré avec les représentants de l'Église catholique, orthodoxe, voilà. La Vierge Marie n'est pas insultée chez les musulmans. Dans l'islam, qu'il soit chiite ou sunnite, Jésus et Marie sont des personnages de première importance. Et même Jésus, je suis désolé de le dire, c'est le personnage le plus important de l'islam en réalité. Parce que c'est celui qui revient à la fin des temps. C'est celui qui revient à la fin des temps pour vaincre le diable. Donc même si ce n'est pas le Dieu trinitaire catholique, je sais que ça... Pierre Hillard insiste beaucoup là-dessus. Là-dessus, je ne lâcherai rien. oui, non, mais je veux dire, il y a infiniment plus de respect pour le Jésus et la Vierge dans l'islam que dans le judaïsme. Je suis désolé de le dire. Hein. Le judaïsme, par définition, post-chrétien. Pour ces raisons-là, pour aussi le fait que je ne vois pas comment un musulman pourra marier, un élu musulman dans une mairie pourra marier 2 homosexuels, par exemple. Et là, ce sera intéressant de voir la réaction précisément des grands prêtres de la laïcité. Oui, puis même des droits tardés qui veulent un retour à la verticalité et en fait à la hiérarchie. Parce qu'en fait, moi, ce que je dis aux mecs d'extrême droite qui se plaignent de la délinquance des banlieues, je dis, mais il faut imposer la charia. La charia, on coupe la main des voleurs. Quand t'as plus de main, tu peux plus voler un scooter. Hein. Je veux dire que ce que tu remarques, c'est qu'en Arabie Saoudite, dans les Émirats, dans ces endroits gérés par la charia, il n'y a pas de délinquance. Il n'y a pas de délinquance ethnique. C'est pour ça que bon, je fais du paradoxe, mais à la limite, poussons jusqu'au bout, les enclaves musulmanes et au niveau local, on leur dire, puisque vous voulez être musulman, soyez jusqu'au bout la charia. Et à un moment donné, ça devrait être pour régler la délinquance, c'est beaucoup mieux que l'idéologie de gauche. Hein. Pour réguler l'immigration, faut faire ce que font les Russes. Et qu'est-ce qu'ils font les Russes? Ils font ce que font les Émirats arabes unis. Un contrôle extrêmement strict. Ils prennent des migrants quand il y a du travail. Quand il n'y a plus de travail, ils repartent. Oui. Et moi, j'ai discuté avec des chauffeurs de taxi à Dubaï. Il était très content de son sort. Il était pakistanais. Il parlait très bien anglais, mieux que moi, mieux qu'Emmanuel Macron d'ailleurs. Et il m'expliquait qu'avec son salaire ici, il travaillait 7 mois, il rentrait 5 mois, il faisait vivre non seulement sa famille, mais celle de son frère, etc. Et je lui dis, mais est-ce que vous prétendez à la citoyenneté émirati? Il m'a dit, absolument pas. Non, c'est pas. Voilà, et je suis content de mon sort, etc., etc. Donc en fait, c'est pour ça que l'antiracisme est une escroquerie. Si on traitait les immigrés en France comme les Émirats arabes unis ou les Saoudiens traitent les leurs, ça serait pas, il n'y aurait pas de problème de délinquance déjà. Il n'y a pas d'islamo-gauchisme en terre d'islam. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, c'est le paradoxe qu'il faut quand même, sur lequel il faut faire réfléchir nos amis droitardés, c'est qu'il n'y a pas d'islamo-gauchisme en terre d'islam. donc c'est un produit. Ce qui veut dire que c'est une création occidentale et même typiquement française, et je dirais même typiquement socialiste, pour faire plaisir à Xavier Moreau. Hein, la merde dans laquelle on est en banlieue aujourd'hui est totalement liée au mitterrandisme au sens large. Hein, et il faut voir qui a fait quoi. Hein, et là, on verra que c'est très loin de la question musulmane en réalité. Très loin. Hein. Oui, absolument. Alors donc, si je comprends bien, voilà un peu ce qui nous attend en France. C'est pas brillant. Alors maintenant, se pose la question de l'OTAN, puisque la France fait évidemment toujours partie de l'OTAN, mais l'OTAN, est-ce que, à votre avis, à tous les deux, est-ce que l'OTAN va finir par imploser ou pas? Vu tout ce qui se passe, hein, je dirais. Alors, qui veut répondre en premier à cette question? Bon, allez, je commence pour une fois.
Moi, je pense que l'OTAN va exploser. Après, comme me disait un de mes amis, il faut annoncer soit un fait, soit une date, mais jamais les deux, parce que sinon tu te plantes. Donc, oui, je pense que l'OTAN finira par exploser. Je pense qu'il y a deux choses qui vont la faire exploser. C'est un, la défaite en Ukraine, parce que malgré tout, c'est l'OTAN qui a perdu la guerre en Ukraine. Et donc, en fait, à quoi ça sert d'avoir une alliance de 32 membres si c'est pour perdre contre la Russie toute seule avec un petit peu d'aide de la Corée du Nord et de l'Iran? Ça sert à rien, en fait. Ensuite, le principal chose qui va faire sauter l'OTAN, ce sont les États-Unis. Bah, Trump n'en veut plus. Hein. Trump n'en veut plus. Ça sert à rien. Ou alors il va demander aux Polonais, il va demander aux pays où sont stationnées des bases américaines de payer, comme il demande aux Coréens du Sud, comme il demande aux Japonais. Et alors je ne sais pas où ils en sont, mais je me souviens qu'à la fin de son premier mandat, il voulait tripler. Parce qu'en fait, c'est un peu comme l'occupation allemande au Japon et en Corée, c'est-à-dire que non seulement tu as des troupes étrangères sur ton sol, mais en plus tu dois payer pour les entretenir. Et je sais juste avant de partir en 2019, il avait annoncé qu'il voulait tripler l'allocation en gros des troupes américaines. Et là, je ne sais pas où il en est, mais ça va être quelque chose d'intéressant à suivre. Et en Europe, il est évident que ni les Polonais, ni les Baltes, personne ne va payer, parce que personne n'a les moyens, pour avoir des troupes américaines. Donc, il va s'en aller. Et là, qu'est-ce que c'est que l'OTAN sans les États-Unis? Mais même Mark Rutte l'a dit, en rigolant. On dit, mais vous croyez vraiment qu'on peut de se protéger de quoi que ce soit sans les États-Unis? Et puis, il y a un troisième point aussi, c'est qui est l'ennemi? Qui est l'ennemi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'OTAN? La France est menacée par qui? On a 300 têtes nucléaires, on a une dissuasion nucléaire dont la composante principale, ce sont des sous-marins qui peuvent tirer de n'importe où à n'importe quel moment et donc transformer en parking radioactif n'importe quelle capitale d'un pays qui voudrait nous envahir. Donc, s'il y a bien un pays qui n'a pas besoin d'aucune alliance militaire, c'est bien la France. Et les autres, ils ont qu'à se débrouiller. Voilà. Et donc voilà. Mais ça, c'est sur le long terme, on peut espérer que le futur dirigeant de la France prendra la décision de sortir de l'OTAN. Mais en soi, si les États-Unis s'en retirent, c'est terminé. Il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'il y a des bases américaines partout. Mais cette armée américaine coûte une fortune à l'Amérique qui n'a plus les moyens d'entretenir cette armée. Et en plus, elle ne sert pas à grand-chose, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que on est passé d'opérations qui étaient des opérations militaires à des opérations de service. Enlever Maduro, il y a besoin de 20 types et de 2 hélicoptères. Il y a pas besoin de plus. Et les Américains n'ont plus besoin de cette énorme armée impériale qui leur coûte très cher, parce qu'oubliez que même des troupes au sol qui ne bougent pas, même si tu raquettes un peu à gauche à droite, si on chiffre les frais d'entretien de la totalité de l'armée américaine par an, et qu'on regarde où sont basés, tout ça est quand même lié à la guerre froide. En fait, les 3/4 du temps, c'est à part pour des raisons d'habitude culturelle, ils n'ont plus rien à faire là. Ça coûte très cher et l'Amérique n'en a plus les moyens. Je pense que Trump, qui est quand même pas totalement débile avec son équipe, ils ont chiffré ça. L'armée américaine coûte bien trop cher, surtout que maintenant, la guerre est en train d'évoluer avec notamment la guerre des drones, etc., avec des effectifs moins nombreux, du matériel beaucoup moins cher, et puis des petites opérations d'une certaine manière. Donc, en fait, je dirais l'OTAN est condamnée dans la logique, je dirais, du repli de l'empire monde américain à l'empire continent, cette idée de doctrine Monroe. La seule cohérence de Trump, c'est celle-là. C'est qu'il a compris aujourd'hui que pour sauver ce qui pouvait être sauvé, ce que j'ai toujours appelé l'atterrissage en douceur, l'Amérique devait cesser d'être un empire monde et se contenter d'être un empire continent, ce qui est un peu ce qui est arrivé à l'Angleterre après 1945, puisque il y a des parallèles. Et que pour ça, l'OTAN n'a plus de sens pour l'Amérique, sauf si ce sont les pays dans lesquels les bases sont en place, qui payent pour se faire emmerder par des soldats étrangers qui ne servent à rien. C'est pour ça que dans la folie un peu trumpienne, il y a une cohérence. Mais cette cohérence un peu qui paraît un peu folle correspond en fait au déclassement de l'empire américain issu de l'âge d'or, on va dire, Kennedy, etc., par rapport à la situation actuelle. En réalité, Trump est obligé de tenir compte de cette idée que le maximum qu'il peut faire aujourd'hui, c'est la doctrine Monroe. Et si là, j'enchaîne avec un sujet avant d'oublier, quand on comprend cette cohérence relative de la doctrine Monroe, c'est-à-dire je veux le contrôle du Canada, du Groenland, du Mexique, du canal de Panama, de l'Amérique latine, ce qui a toujours été logique puisque c'est nos matières premières pas chères, et ça d'ailleurs personne ne leur conteste, mais à ce moment-là, la question qui devient aberrante, c'est qu'est-ce que va faire Trump en Iran? Là, ça n'a plus aucun sens. C'est là qu'on se dit, là, il y a un paramètre qui rentre en jeu, malheureusement, c'est la folie israélienne. Parce que pour le reste, Trump, même si la présentation est un peu
un peu spécial. Là, on peut trouver une cohérence. Là où, à mon avis, on ne peut plus trouver de cohérence, c'est doctrine Monroe, Empire continent, ça je veux bien. Mais qu'est-ce que va faire Trump à menacer l'Iran aujourd'hui, sachant que l'Iran, c'est pas le Venezuela. Si l'Iran tombe, c'est toute, comment dirais-je, la cohérence, comment dirais-je, continentale et notamment russo-chinoise qui est attaquée dans son cœur. C'est-à-dire que ni les Russes ni les Chinois ne peuvent laisser l'Iran tomber dans les mains des américano-sionistes. Et là, c'est là où se posait la question, est-ce que Trump est fou ou est-ce qu'il y a des fous qui l'obligent à se comporter de manière réellement folle? Parce que le côté rock'n'roll de Trump, c'est une chose, la folie iranienne, là, c'en est une autre pour moi. Je ne sais pas qu'en pense Xavier. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est ce que je disais sur Divergent. Non, c'est sur GPTV lundi. C'est-à-dire que on me demandait est-ce que Trump va attaquer. Et je lui dis, je pense que non. S'il est 100% rationnel et bien informé, il n'ira pas. Déjà parce que l'armée américaine d'aujourd'hui, c'est pas celle de 2003. Elle ne peut pas renouveler en Iran ce qu'elle a fait en Irak en 2003. Et si elle se contente de bombarder, dans ce cas, l'Iran va répliquer. L'Israël, c'est 2 départements. Hein. Ils vont se faire. Les Iraniens n'ont pas besoin d'armes nucléaires pour tout ravager. Il y a 4 grandes villes qu'il faut raser et ils ont eu leur représailles. Et il y a des bases américaines partout. Ça veut dire provoquer la fermeture du détroit d'Ormuz. Ça veut dire de chambouler tout comment dirais-je, les approvisionnements en pétrole. Et principalement pour l'Europe et pour l'Inde. Donc, ce sera extrêmement grave. Et ça servira très bien la Russie dans ce cadre-là. Et puis tous les pays de la région, que ce soit le Pakistan, l'Arabie Saoudite, sont contre un embrasement de la région. C'est-à-dire que ça te met à dos. C'est déjà l'analyse de Mersheimer et Walt. L'Amérique se met à dos des pays alors qu'elle est déjà en train d'en perdre le contrôle. C'est-à-dire que pour faire basculer l'Arabie Saoudite totalement de l'autre côté, il n'y a qu'à attaquer l'Iran. Et c'est là quand même où le travail des BRICS a été bien fait, parce qu'on reproche souvent à Poutine de ne pas en faire assez, parce qu'en fait on confond le cirque médiatique et le travail de diplomatie souterraine. Mais ce que je vois moi, c'est qu'il y a eu un travail qui a été fait, à mon avis, grâce aux BRICS, c'est la réconciliation à minima, mais très fonctionnelle, de l'Arabie Saoudite et de l'Iran. Et l'Arabie Saoudite aujourd'hui a dit: je ne laisserai pas mon espace aérien profané par une opération anti-iranienne. Et tout ça, Trump le sait et son entourage le sait. Donc je veux dire que s'il y va à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose de totalement irrationnel, qui est les moyens de domination qu'a Netanyahou sur Trump et Israël sur les États-Unis. Et ça veut dire que le problème central du monde, je le dis aujourd'hui, c'est la folie israélienne. C'est, pour moi, tout le reste est gérable. Tout le reste est gérable. C'est l'aspect aérien, de l'espace aérien est fondamental, parce que ça rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans les conditions de 2003 de l'opération militaire, puisque là, tout avait été ouvert. Et ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que comment dirais-je, l'Iran est capable de se défendre, et que en plus, je ne pense pas que la population américaine soit prête à perdre des hommes dans une opération impérialiste, même si on lui explique que c'est pour les droits de l'homme. Moi, je faisais la comparaison, par exemple, par rapport à la France. Lorsqu'on part faire la guerre pour les Anglais en Crimée en 1853, 90 000 morts. 80 000 morts, on envoie 315 000 soldats. C'est plus que toute l'armée française. Donc la France, qui est un pays de 35 millions d'habitants, enfin même moins de 35 millions d'habitants à l'époque, est capable d'envoyer sur un théâtre d'opération secondaire 315 000 vaillants soldats et d'en perdre 90 000 sans que Napoléon III se fasse pendre. Mais aux États-Unis, il suffira qu'il commence à y avoir, et il y en aura, des avions qui vont être abattus, des bateaux qui vont être touchés. Et aujourd'hui, les sociétés occidentales ne sont pas prêtes à perdre les vies de leurs enfants, et je trouve ça très bien, pour une opération impérialiste. De la même manière que je pense que si la Russie voulait faire une opération impérialiste, je ne sais pas où, sur le modèle de ce qu'on avait pendant la guerre froide, en Angola, ou etc., ça serait pas du tout accepté par la population russe. En revanche, se battre pour le peuple russe en Ukraine ou en Russie, ça lui va, elle accepte, parce que c'est une société normale. Et donc en fait, je pense que, donc, pour ce que je voulais dire là, c'est que il y a 2 choses. C'est si Trump est bien informé, et si jamais il réussit à faire fi des idéologues fanatiques qui l'entourent, il se passera rien. Mais ça, je peux pas le dire. Je sais, on a bien vu qu'en 2022, ils étaient mal informés sur l'économie russe. Ils étaient mal informés sur l'armée russe, et donc ils ont prolongé la guerre qui aurait dû s'arrêter en avril. Et l'Ukraine n'aurait peut-être même pas perdu le Donbass, puisque ça aurait été des républiques autonomes. Excuse-moi de te faire remarquer que là, il y a le même acteur irrationnel derrière, parce que n'oublie pas que cette Ukraine, avec l'enjeu qui est Odessa,
est quand même la Jérusalem ashkénaze. Et donc, il y a des gens qui sont prêts à sacrifier beaucoup de gens qui considèrent comme des gens qui ont été mis sur terre pour servir leur projet. Et moi, je pense que si on enlève ce paramètre qui renvoie au royaume khazar, il n'y aurait pas eu ces Nuland, qui sont les personnages qui ont poussé à mort, il ne faut pas oublier. Et ce sont des gens qui sont très liés aussi à la vision, on va dire, sioniste du monde, pour pas employer des mots trop dangereux d'un point de vue algorithmique. Et à chaque fois, on retrouve avec ces mêmes acteurs totalement irrationnels. Et si on veut se rassurer un peu, qu'est-ce qui faisait que Hitler était profondément dangereux à l'époque? C'est parce qu'en fait, il croyait à une destinée manifeste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les types ne sont pas des êtres rationnels, mais ils pensent que Dieu est avec eux et qu'ils ont une mission et que Dieu les accompagne. Et quand tu penses ça, tu arrêtes de compter. C'est pour ça que moi j'aime bien la phrase de Staline, combien de divisions, tu sais? Il faut jamais cesser de compter. C'est-à-dire ta population, ta capacité de production, ta profondeur stratégique. Parce que quand tu additionnes tous ces paramètres, comme un peu dans l'école des annales, tu vois ce que fait Todd dans un secteur, on va dire, non guerrier, tu sais très bien si tu peux gagner ou perdre. Et c'est d'ailleurs c'est parce que Poutine est un acteur rationnel et n'est pas un délirant comme Hitler, même si on l'a poussé à faire Hitler, comme Hitler est tombé dans le piège du couloir de Danzig et comment ça s'appelle, des Allemands des Sudètes, c'est parce qu'il est un acteur rationnel qu'il n'est jamais tombé dans la guerre et dans la conscription totale. Il est resté dans une opération, ce qu'ils appellent opération militaire spéciale. Donc de prendre beaucoup plus de temps, d'être moins dans le spectaculaire de la victoire guerrière qui fait bander les jeunes et les médias, mais parce que justement, il n'est pas Hitler. La comparaison s'arrête là. Et le danger aujourd'hui, c'est que les gens qui ont cette dimension hitlérienne, c'est pratique Hitler parce que ça fait consensus. Ceux qui sont habités par une vision manifeste de type messianico-délirante, ce sont les sionistes. Hein, ce sont les sionistes, on va dire ça comme ça. Et eux faussent la donne en Ukraine depuis des années. Parce que si tu enlèves ce paramètre-là, ça ne serait pas passé comme ça. D'ailleurs, Trump, quand il est arrivé, c'est un peu ça qu'il voulait dire. Normalement, on n'aurait pas dû y aller. Hein. On n'y est pas allé pour nous-mêmes. On a été poussé par... Et pareil, c'est la question ukrainienne, c'est la question iranienne. On est à chaque fois face à un petit groupe de gens que Netanyahou incarne parfaitement, parce qu'il le dit. Nous sommes le peuple de la lumière, ce sont les gens des ténèbres, Dieu est avec nous, etc. Il faut absolument, aujourd'hui, arriver à mettre hors d'état de nuire des gens qui sont habités par une vision, je dirais, religieuse au sens primitif, c'est-à-dire Dieu nous a ordonné de... Et malheureusement, l'idéologie bandériste, c'est un peu ça. Ce sont quand même des Slaves à qui des Juifs ont persuadé qu'ils étaient des Aryens et dont la destinée manifeste était de marcher jusqu'à Moscou. Cette manipulation sordide va détruire l'Ukraine qui était la Phénicie de l'Europe de demain, s'ils avaient su choisir leur chance, puisqu'ils étaient le tampon entre l'Europe occidentale et la Russie. Ils avaient tout intérêt à servir de zones d'échange. Or, ils ont été manipulés par des gens qui ont qui pensent qu'ils ont une destinée manifeste de type quasiment religieuse, et eux-mêmes, on leur a vendu une idéologie de même type qui s'appelle le néo-bandérisme, et on les a poussés au suicide. Et cette analyse, tu peux la faire pour l'Iran, pour l'Ukraine, et ça donne Gaza, si tu veux aller au cœur atomique de l'histoire. Je sais que c'est dangereux de dire ça, mais si on dit pas ça, on n'arrive pas à comprendre ce ferment d'irrationalité qui aujourd'hui fait que Trump nous fait peur, parce que s'il y va en Iran, par la logique, tu sais, des accords, on peut aller vers quelque chose de la Troisième Guerre mondiale, et on sait ce que c'est que l'échelle première, deuxième, troisième, compte tenu du progrès des armements, et par les alliances. Je ne sais pas si c'est vrai aujourd'hui, mais j'ai vu qu'il y avait une alliance rapide qui avait été passée entre les Chinois et les Iraniens. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que qu'ils auraient signé un pacte de solidarité de type militaire. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça serait dans la... Il y a déjà des livraisons d'armes depuis très longtemps de la Chine. Donc je pense pas que la Chine, c'est pas le genre de la Chine qui est toujours sur la voie médiane. Oui, elle le fait en douceur, quoi. Voilà, mais elle va le faire en douceur. J'en doute pas. Je ne doute pas que l'Iran. La question de l'Iran, c'est est-ce que le régime peut tenir politiquement. Moi, ils ont raté leur coup, là. Ils ont raté leur coup. Voilà. Donc, quand tu rates un coup comme ça, c'est difficile de recommencer parce que toutes ces cellules dormantes que tu as mis des ans à mettre en place, elles ont été logées et éliminées grâce à Starlink, d'une certaine manière, puisque non seulement Starlink a été éteint, mais ça permettait de localiser les foyers. Et malheureusement, quand tu rates un coup d'État comme ça, tu es très affaibli parce que tout ce que tu avais mis en place a été détruit. Il faut tout recommencer de zéro. Et c'est 10 ans pour que le Mossad arrive à refaire le même boulot. Donc, ils ont tenté la guerre des 12 jours. Les Israéliens ont perdu. Ils ont tenté le régime change. Ça a fait une solidarité accrue du peuple iranien derrière le régime des mollahs.
ce que même Todd est capable de dire. Et donc là, la troisième solution, parce qu'ils sont pressés, parce que Iran bloque le projet du Grand Israël, c'est il faut que Trump attaque l'Iran directement. Et là, c'est la question, c'est va-t-il le faire ou pas? Normalement, il ne devrait pas le faire dans sa. Ouais. Et s'il le fait, il va falloir essayer de comprendre pourquoi. Et moi, je ne vois pas d'autre explication que, en fait, ce qui habite profondément Netanyahou et les gens qui sont derrière Netanyahou. Et ça, Alors, c'est à moins que la haute finance internationale qui domine un peu tout ça, qui domine Netanyahou, Trump, etc., on décide autrement. Disons que moi, ce que je vois par exemple sur la haute finance, je voudrais faire une petite remarque parce que c'était très bien de parler de la destinée manifeste, puisque c'est précisément c'est aux États-Unis aussi. Hein. C'est ça. C'est là que c'est né. Et il faut bien se rappeler que les Anglais en fait qui migrent aux États-Unis au XVIIe siècle, c'est des fanatiques. C'est après la révolution cromwellienne, c'est en fait et ils arrivent aux États-Unis comme sur une terre promise. Et ils se considèrent comme terre promise. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, il y a aux États-Unis un ferment sur lequel peuvent s'appuyer Oui, c'est les évangélistes chrétiens sionistes. Oui. Parce que qui dit terre promise dit peuple élu. Qui dit terre promise dit peuple élu. Hein. Ça marche les deux toujours ensemble. Hein. Ah mais c'est bien, le protestantisme, c'est la réintroduction de l'élection divine dans la religion chrétienne. C'est pourquoi le Christ est venu nous libérer, en fait. Ils le réintroduisent en disant non, tu es sauvé depuis toute éternité, quoi que tu fasses. Mais si tu gagnes de l'argent, après, ça c'est on développe, ça veut dire que tu as été choisi. Donc là, évidemment, c'est plus compliqué de s'entendre avec ces gens-là. Et donc voilà ce que je voulais faire par rapport à... Oui, le fait est qu'il y a un terreau favorable pour toute cette vision messianique, et c'est pour ça que dire que Trump va prendre une décision 100% rationnelle, je sais pas. Et est-ce que parce que je pense que Netanyahou essaie de lui expliquer que il peut continuer l'opération, continuer à décapiter c'est ce qu'on entend d'ailleurs dans la presse, qu'il peut continuer à décapiter les têtes du régime iranien et puis organiser voilà. Mais pour ça, il faut quand même attaquer. Je pense que c'est ça le discours qui est tenu aujourd'hui par Netanyahou vis-à-vis de Trump. Si Trump le croit, je pense qu'il est mal informé. Et voilà, si autour de lui, il y a des fanatiques, il va y aller. Mais il y a aussi cette idée qui est contre nature, c'est de penser qu'on peut prendre possession d'un pays en tuant uniquement son chef, comme si ça allait changer la nature du peuple. Or, il y a toujours un rapport d'identité entre quelqu'un qui se retrouve à la tête d'un pays et, je dirais, l'idiosyncrasie de son peuple. Donc, c'est pas parce que et surtout, chaque fois qu'ils le font, les Israéliens, ça ne donne rien. C'est pas parce que tu élimines les chefs du Hamas que le Hamas disparaît. C'est pas parce que tu élimines les chefs du Hezbollah que le Hezbollah disparaît. Parce que ce qui fait que le Hezbollah existe est bien plus fort que le fait qu'il y ait un chef. Nasrallah est mort, c'est très triste parce que c'était un être d'élite, mais il est remplaçable, et ce qui reste, c'est la sensibilité Hezbollah qui s'explique par le Liban Sud, etc., les manipulations pendant des années qui ont donné la guerre civile libanaise, etc., la victoire de 2006, enfin, il faut faire de l'histoire. Et aujourd'hui, autour de Netanyahou, il y a des gens, parce que c'est la spécialité du Mossad, hein, les assassinats ciblés, qui pensent qu'on peut changer la nature presque d'un peuple en tuant le chef qui est à la tête à un moment donné. En réalité, c'est se mentir à soi-même. Hein. C'est comme dire, on va éliminer Poutine et d'un seul coup, on va retourner sous Elstine. Ouais. Je veux dire, c'est pas suffisant. Et malheureusement, les Américains, comme les Israéliens, n'ont pas les moyens de faire plus que de l'assassinat ciblé. Parce qu'en réalité, ils se disent, c'est des opérations de la CIA qu'ils font aujourd'hui. C'est plus des opérations, comment dirais-je, de l'armée américaine. C'est le coup de Maduro, c'est quand même aussi une preuve d'impuissance militaire. C'est que tu peux pas faire autre chose que d'aller arracher le chef d'État avec 2 hélicoptères, mais l'air de rien, le régime est resté en place, la vice-présidente a pris Bon, ils ont signé des contrats quand même qu'ils hésitaient à signer, hein, on a compris la pression. Oui. Mais le problème, on est à chaque fois face à une irrationalité israélienne qui, fort de la puissance indiscutable du Mossad et de sa capacité à mener des opérations à l'étranger, qui ont pu donner d'ailleurs, à mon avis, des assassinats des 2 frères Kennedy. Hein. Moi, je pense que derrière, l'ordre a été donné par Ben Gourion. Il y a des gens qui ont travaillé sérieusement là-dessus. C'est qu'ils sont sur ces idées, à chaque fois irrationnelles, qui poussent un peu à faire des choses folles. C'est qu'on peut changer un régime en tuant 2-3 personnes ciblées, ce qui ne veut rien dire. C'est ne pas comprendre ce que c'est que l'Iran profondément. Et il faut être aussi stupide pour dire on va remettre Pahlavi au pouvoir, aller chercher immédiatement, ça a soudé le pays contre le régime Change, tu vois. Les gens se souviennent ce que c'est que la SADC ou je sais pas trop quoi, là, ce que c'était que... La SAVAK. N'oublions pas d'ailleurs que c'est les Américains qui ont mis
Pahlavi au pouvoir et qui l'ont aussi viré. N'oublions pas que s'il y a eu à un moment Et qui donné... contrôlait la SAVAK, c'est eux qui Oui, l'ont bien sûr. formé. Et n'oublions pas que s'ils ont mis l'ayatollah Khomeini au pouvoir, c'est nous qui avons fait le boulot parce qu'il était à Neuf-le-Château. C'était dans l'espoir de foutre en l'air par un régime islamique rétrograde l'Iran qui était en voie de modernisation et dont le Shah d'Iran voulait faire une puissance nucléaire. Ce que les Arméniens n'ont pas compris, c'est que les chiites ne sont pas les sunnites. Non seulement ils ont un clergé, une verticalité, mais il y a un rapport entre le pouvoir religieux et le pouvoir de l'argent, ce qui fait que c'était beaucoup plus solide que ce qu'ils avaient prévu. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était foutre le chaos. Parce que je rappelle aussi que l'impérialisme américain, même depuis la guerre d'Irak, ils n'ont plus les moyens, comme du temps des empires puissants, de transformer la Gaule en pays gallo-romain. Aujourd'hui, ce qu'ils sont capables, c'est de détruire des pays qui les gênent. Ils ont détruit l'Irak, ils n'ont pas remplacé l'Irak par autre chose. Ils créent du chaos. Ils créent du chaos. Et même en Afghanistan, même s'ils se sont fait virer, ils ont quand même quelque part créé un chaos qui fait qu'on est sous un régime quand même très rétrograde, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'était l'Afghanistan des années 70. Mais aujourd'hui, on a des Américains qui ne peuvent plus faire que des opérations de destruction de pays. Et encore, c'est ce qu'ils pouvaient faire du temps de l'Irak. Ils n'ont même plus les moyens. Maintenant, c'est des opérations de type CIA, de kidnapping de chefs d'État. C'est quand même, on est dans de la mafia, hein, pratiquement. C'est le niveau d'une mafia. Et les Israéliens, eux, c'est cette idée que on tue. À la limite, on tue Poutine, et puis d'un seul coup, la Russie redevient la période Elstine, tu vois. Et ça, malheureusement, ce sont ces acteurs-là qui sont très puissants au niveau de l'Occident, sont, à mon avis, éminemment dangereux. Destinée manifeste, conception, criminelle, conception criminelle de la politique, c'est-à-dire se comporter comme des mafias. Le problème est quand même essentiellement là. Et moi, si j'ai espéré dans Trump à un moment donné, c'est que j'ai pensé que Trump incarnait une politique qui s'émancipait d'Israël, c'est-à-dire du pouvoir de l'EPAC. Et c'est ce qu'incarne quand même son vice-président encore actuellement, Vance. Il incarne, c'est ce qu'il dit. L'Amérique, si l'Amérique veut continuer à avancer sur un chemin de prospérité et de logique, doit à terme s'émanciper de son lien indissociable avec Israël. Et c'était d'ailleurs le moment Charlie Kirk, si on veut en parler, c'est que Charlie Kirk commençait, alors qu'il avait été créé pour maintenir ce lien indéfectible Israël-chrétien-sioniste, il était en train de dire qu'il fallait qu'on délie ce lien. Et aujourd'hui, d'ailleurs, qu'il a été tué, c'est Fuentes qui a repris la place d'une certaine manière symboliquement, qui le dit encore plus fortement avec que America First. C'était marrant parce que c'est un suprémaciste blanc patriote américain qui dit qu'au nom du suprémacisme blanc patriote américain, il faut se séparer totalement d'Israël. C'est assez incompréhensible pour les droitards des Français qui te font une proposition inverse. Hein. Enfin voilà, j'ai un peu dérivé. Non, mais... Je voudrais juste deux choses je pourrais rajouter. La première, c'est qu'il y a aussi le fait de vouloir jouer sur les séparatismes, les ethnies. En Iran, il y en a deux, il y a les Azéris et les Kurdes. Et là aussi, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, puisque le président, Pezeshkian, le président... Il est d'origine azérie. D'origine azérie. Donc, c'est complètement absurde. Et quant au fait de l'idée que je vais tuer le chef et donc je vais gagner la guerre, ça, c'est ce que j'ai appelé le syndrome Judith et Holoferne. Oui. C'était du temps des Égyptiens, ça. C'était du temps des guerres. Et c'est un général perse, si je me souviens bien, Holoferne. Donc il y a Judith qui est envoyée. Alors la légende ne dit pas qu'elle couche avec, mais il faut quand même bon. Et elle le décapite dans son sommeil, la grande classe. Et donc elle arrive avec la tête, elle monte la tête, et ça provoque la panique dans l'armée perse. Oui. Et donc il s'enfuit. Mais ça marche que dans les contes. Oui, c'est parce que ces gens-là confondent la Bible avec un livre d'histoire, alors que c'est essentiellement, comme l'Iliade et l'Odyssée, une mythologie. Et en fait, le problème, c'est de confondre histoire et mythologie. Ça peut rendre mythomane. C'est un peu... Bon, on fait de la psychologie. Mais c'est vrai que si tu additionnes tous ces commentaires, le facteur dit de très grande irrationalité, il n'est même pas chez Trump lui-même. Il est dans le fait qu'il est lié à des puissances dont il n'arrive pas à se libérer. Et l'enjeu, c'est est-ce que, par exemple, l'équipe qui est d'ailleurs Trump, parce que je rappelle que si Trump a 80 ans pratiquement, Vance en a 40. Moi, je suis entre les deux. Hein. C'est qu'un type comme Vance, qui est très formé, tout ce que je dis, il le sait, ça c'est certain. Après, est-ce qu'il aura les moyens, s'il accède à la présidence, avec son équipe, de l'appliquer ou pas? Et ça, c'est... Parce que de ça va découler aussi beaucoup de choses pour notre monde à nous, hein, pour la France. Hein. C'est pour ça que... Mais justement, on en arrive à la question que j'ai tenté de poser tout à l'heure, mais je vais la formuler autrement. Quel est le pouvoir au-dessus de tout ça, réel, de la haute finance internationale? Est-ce qu'il y a vraiment une puissance, des puissances d'influence transnationale?
C'est ça qu'il faut aussi. Alors, là, je vous pose la question à tous je les vais deux. rester dans mon domaine de compétences. Je vais prendre l'Ukraine. Et j'ai observé depuis le début ce que faisait Larry Fink, donc de BlackRock. Oui. Et c'est quand même assez intéressant. Et ils sont quand même très pragmatiques. Par exemple, en 2022, l'aide massive de l'OTAN arrive. Il y a quelques succès militaires sur le terrain. Larry Fink se rend à Kiev, rencontre Zelensky. Ils font des projets sur la reconstruction. L'Ukraine, qui doit beaucoup d'argent à BlackRock, est autorisée à retarder les paiements. Et tout ça, ça dure jusqu'en juillet 2023. Juillet 2023, la contre-offensive magique échoue complètement, lamentablement. Et à partir de là, le ton de Larry Fink vis-à-vis de l'Ukraine va changer complètement. Et il va commencer à demander bon, j'aimerais bien récupérer l'argent qu'on a mis, etc. Et l'Ukraine n'a pas d'argent. Il dit il n'y a qu'à demander à ses bailleurs de fonds, c'est-à-dire les États. Les États refusent. Hein. L'idée de Larry Fink, c'est aussi, je pense, qui se cachait derrière l'idée de voler les avoirs russes, c'est que Larry Fink, il veut récupérer les fonds que BlackRock a investis et qu'il n'est pas prêt de retrouver. Et là, finalement, il s'est passé un événement assez intéressant. Il y a un mois, Trump a invité Larry Fink à la réunion pour la reconstruction de l'Ukraine. Et en fait, qu'est-ce qui reste à l'Ukraine que pourrait voler Larry Fink? Odessa, le port d'Odessa, et encore quelques dizaines de milliers d'hectares de Tchernosium, puisque les Russes en ont déjà pris 30 000. Hein. Plus les Russes avancent, moins il y aura de trucs à voler. Donc, oui, mais Xavier, si vous permettez, il y a quand même les 800 milliards d'euros qui vont être alloués par la communauté européenne et par l'Occident aussi avec les USA pour la reconstruction de l'Ukraine. Je n'y crois pas un instant. Je n'y crois pas un instant. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Même les 90 milliards qu'ils ont promis, j'attends de voir. Pour moi, en fait, ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas voler les 200 milliards des Russes. Simplement, il y avait eu cette grande réunion du 19 décembre 2025 où il devait y avoir cette déclaration et ils ne pouvaient pas ne rien dire. Et donc, ils ont fait une déclaration, on dit, finalement, on ne peut pas. Donc, on va mettre 90 milliards gagés sur le budget de l'Union européenne, sachant que les Hongrois et les Slovaques ne veulent pas. Et puis, on va voir ce qu'on va faire avec. Et pour l'instant, il n'y a pas un copec qui a été donné. Oui, mais c'est quand même une déclaration de Viktor Orban, hein, là, ce que je suis en train de dire là. Hein, c'est pas... Non, mais Viktor Orban lui a dit qu'il ne paierait pas. Et surtout, lui, il est le vilain petit canard au sein de l'Union européenne et il s'y oppose. Moi, pour l'instant, j'attends de voir, mais je pense qu'il n'y aura pas grand-chose parce que tout le monde a compris que l'Ukraine avait perdu la guerre et petit à petit, on commence à l'intégrer. Alors après, la question, c'est toujours la question, excusez-moi, qui est très philosophique. Matérialisme, idéalisme. Est-ce que ce sont les idées qui mènent le monde et qui fait que elles ont leurs conséquences matérielles, ou est-ce qu'en fait les idées sont la conséquence de réalités matérielles qui sont premières? Parce qu'en fait c'est ça un peu ce qui se passe en ce moment. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on voit l'engueulade entre moi et Todd d'ailleurs, ou Michel Collomb, c'est est-ce que c'est Israël qui dicte sa politique aux États-Unis et Moyen-Orient au nom d'une vision religieuse, ou est-ce que les États-Unis, qui ont une vision en fait impériale très matérialiste, effectivement, où on peut parler d'argent, se sert en fait d'une certaine religiosité judéo-israélienne pour agir? Et en fait, cette question, elle n'aboutit jamais. Hein. Est-ce que les idées mène la matière, ou est-ce que la matière dicte les idées? Et en fait, c'est un peu ça la question aujourd'hui. C'est est-ce qu'on est face à des gens qui habillent de religiosité des projets qui sont des purs projets de gros pognon, ou est-ce qu'en réalité, ce gros pognon est in fine au service d'une vision qui serait une vision spirituelle, religieuse, etc. Moi, il me semble que ma longue expérience, pourtant je viens du marxisme, c'est quand même relativement les idées mènent le monde. Hein. J'ai ce sentiment-là. Quand je regarde notamment ce qui a souvent fait agir les leaders américains, qui étaient souvent des fervents protestants, les frères Doul par exemple, qui étaient à la tête de la CIA, avaient quand même été toujours habités par un projet relativement messianique, et c'était ça qui était moteur, parce que souvent la dimension transcendante vous donne une énergie supérieure, alors que le matériel pur se fatigue beaucoup plus vite. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que les religions existent d'une certaine manière. Hein. Si on n'est pas habité par quelque chose de l'ordre au-dessus du monde matériel, on a rapidement une perte d'énergie. Hein, C'est pour ça que moi, expliquer tout par l'argent me semble un peu faux, parce qu'en fait, on voit très bien que ceux aujourd'hui qui ont joué sur la finance
On pourrait relire Henry Ford de 1921. Quand jouait sur la finance, pourquoi ils ont joué à ce point sur la finance? Parce que ça leur donne un levier de puissance pour réaliser un projet qui, lui, est quand même profondément religieux. Et ça, il me semble que c'est ce que... quand Netanyahou cite l'Ancien Testament, je ne pense pas que ce soit de l'escroquerie. Je pense que c'est tout le reste qui est de l'escroquerie chez lui. C'est qu'il faut passer par des escroqueries pour pouvoir réaliser ce projet religieux. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Et moi, c'est là où je me sépare des matérialistes purs qui vous disent mais non, mais tout ça c'est de l'habillage bidon. En réalité, c'est juste des histoires de gros pognon. Je ne crois pas ça. Je crois réellement que, par exemple, que pour que Poutine ait pris à un moment donné son destin en main comme il l'a fait à partir de 2020, il y a à un moment donné chez lui une conscience supérieure qui a à voir avec le transcendant. Sauver la Russie, comprendre qu'il faut renouer avec quelque chose de l'ordre du spirituel, etc. Et je ne pense pas que c'est juste un habillage d'escroc. J'aime pas les gens qui croient ça d'ailleurs quelque part, parce que ça peut souvent refléter ce qu'ils ont eux-mêmes en tête, hein, c'est-à-dire que leur absence de spiritualité profonde. Ouais. Et ça, c'est une question fondamentale. Est-ce que Poutine est sincère quand il renoue avec l'orthodoxie, ou est-ce que c'est un habillage pour vendre ou quelque chose? Moi, de ce point de vue-là, je suis assez spiritualiste. Je pense que d'ailleurs Xavier ne me contredira pas, je crois. Mais c'est une question fondamentale. L'argent ou les idées dirigent-elles le monde? Vous avez 4 heures. Ouais. Non, mais c'est une question fondamentale. C'est une question Ah oui. fondamentale. Alors, moi, j'aime bien ce que tu dis, parce que par exemple, ce que dit Alain sur le fait que, en fait, ils projettent leur vice sur les personnages qu'ils jugent. Par exemple, on a vu ça sur Poutine. Depuis que Poutine est arrivé, c'est simple. Moi, je suis arrivé le même jour à Russie, le 26 mars 2000. On nous a expliqué, alors un peu moins maintenant, mais qu'en fait, c'était l'homme le plus riche de Russie, qui pesait 50 milliards, et qu'il avait des yachts, et il allait. Et on se demande pourquoi d'ailleurs il travaille encore, parce qu'il va pas en profiter. Et l'âge venant, c'est bien d'avoir des yachts avec des prostituées dessus, mais on est quand même moins vaillant que. On peut dire la même chose pour Trump. Trump est suffisamment riche à Ouais. Mar-a-Lago pour jouer au golf toute la journée en approchant les 80 ans. Pourquoi il a dépensé autant d'énergie pour essayer de revenir au pouvoir alors qu'il s'est fait voler la deuxième élection? Il y a quand même quelque chose d'autre que d'accumuler du pognon. Bah non, oui. je veux dire, il en a suffisamment, et puis c'est vrai, sans doute qu'il veut laisser une trace dans l'histoire, accomplir quelque chose. Peut-être qu'il peut échouer, et puis que la tâche se révèle trop difficile pour lui, c'est possible. Mais je n'aime pas les gens qui font de la réduction matérialiste vulgaire. Ça nous en apprend beaucoup sur les journalistes français, en fait, enfin les journalistes en général, parce qu'en fait, c'est eux qui produisent ce récit. Parce que peut-être que eux. Et ils l'ont déjà fait. Rappelle-toi la pièce de théâtre que tu n'as peut-être pas vue, parce qu'on n'est même plus à l'époque, comme tu es plus jeune que moi, où on va voir le théâtre de Bertolt Brecht. Moi, ça m'est tombé. J'ai eu un sentiment de grossièreté et de vulgarité dès 16 ans quand on m'a obligé à aller voir les pièces de Bertolt Brecht, notamment La résistible ascension d'Arturo Ui, pour t'expliquer le nazisme comme une pure, bande d'escrocs. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas comprendre l'histoire si on réduit l'épopée nationale-socialiste à une pure escroquerie de mafieux, tu vois. Et malheureusement, il y a des gens qui veulent à tout prix nous ramener à une stricte compréhension matérialiste du monde. Et tu découvres que ces gens-là, ou ceux qui pilotent ces gens-là, sont totalement, eux, des religieux. Ils rêveraient de ça. Ils rêveraient du yacht de Vladimir Poutine. Non, mais ils rêveraient pour toi. Ils rêveraient que toi, tu n'accèdes pas à ce niveau de conscience. Mais eux, qui te vendent le matérialisme intégral, ne le sont pas. Tu remarqueras d'ailleurs que ça te donne Netanyahou actuel. Enfin, je veux dire, le mec t'enjoint à être dans un matérialisme intégral, et lui se revendique effectivement d'une échelle supérieure. Une échelle supérieure qui t'interdit. C'est comme ça d'ailleurs qu'à un moment donné, on détruit toute la puissance du catholicisme, notamment en France, sur quelque chose de fondamental qui est l'éducation des enfants, etc., etc. Et tu vois que les gens qui t'imposent ça, il suffit d'écouter les prêches actuels de Payon sur YouTube. Je ne sais pas si tu écoutes en ce qu'il raconte. Le comité sénatorial. Ouais, où il t'explique que l'essence de la République, c'est le judaïsme, tu vois. Ouais. Tu vois, il l'a écrit. Hein. Alors, c'est-à-dire que toi, on t'enjoint à être laïque. Et laïque, tu crois que ça veut dire athée, en réalité. Tu sais qu'il faut tomber dans l'athéisme, parce que le reste, c'est, on va dire, l'opium du peuple, c'est-à-dire c'est de l'aliénation et de la folie. Et tu découvres que les gens qui t'enjoignent à être dans une laïcité intégrale le font au nom d'un projet religieux qui, finalement, ils affirment publiquement. Et c'est le moment qu'on est en train de vivre en ce moment, hein. Que ce soit Payon en France ou Netanyahou en Palestine. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec Payon, c'est qu'il le dit et il l'écrit. Ah oui, c'est très honnête. Laïcité, une religion pour la République, c'est le titre. Mais je crois que ça veut dire que s'il ose l'écrire alors qu'il n'est pas naïf, c'est qu'il pense que le temps est venu
d'enlever le masque, tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont la puissance suffisante de domination et de contrôle pour pouvoir le dire en pleine lumière. Nous devons maintenant l'accepter. C'est-à-dire que ça rejoint d'un point de vue plus vulgaire la phrase de, comment il s'appelle, Tapiro, tu sais, on vous emmerde. Tu vois, ça rejoint un peu en moins élégant. C'est on vous emmerde. Tu vois, genre, hein, ouais, on est là quand même. Hein. Alors évidemment, je suis entièrement d'accord avec cette idée. Il n'y a pas que l'argent, il y a effectivement le domaine religieux, spirituel à côté qui influe, etc. Mais quand même, je reviens un peu à la charge. L'émergence quand même depuis 30 ans, 30, 40 ans de monstruosités financières comme BlackRock, Vanguard, par exemple, State Street, est quand même très inquiétant puisqu'aujourd'hui, ils ont des parts quasiment dans toutes les sociétés mondiales, à part la Fédération de Russie où pour l'instant... Tu peux nous rappeler de quelle confession est le patron de BlackRock? Parce que comme ça, on va gagner du temps. Excuse-moi, mais on n'est pas entre enfants. Bah, hein, tu veux me rappeler la phrase de Ben Bernanke, patron de la Fed, qui disait « Je suis un banquier qui fait le travail de Dieu ». Tu veux que je te sorte toutes les citations de ces gens-là? Donc, séparer le financier du religieux... Ah, mais je ne le sépare pas. Ils sont totalement imbriqués. Non, mais ils sont totalement imbriqués. Hein. Et tu vois, on voit bien que Bouygues, patron du BTP français, était un maçon, c'était dans tous les sens du terme. Oui, mais on voyait bien que ça montait pas au-dessus de ça. Tu vois ce que je veux dire? Il avait une conscience maçonnique. Mais aujourd'hui, on voit bien que ces maîtres du monde qui tiennent la finance sont aussi des religieux. C'est ça que je dis, tu vois. Et que séparer les deux n'a pas de sens parce que une phrase sur deux est une phrase de mécanique financière et l'autre phrase est une phrase religieuse. Et là, tu peux comprendre d'ailleurs que notre Dieu à nous, le Dieu catholique, oppose beaucoup le côté religieux et argent, mais il y a des gens chez qui c'est totalement articulé, tu vois, c'est-à-dire l'argent comme moyen de se rapprocher de Dieu. Si on veut pas s'attirer d'ennui, on s'arrête au protestantisme. Hein. Réussir économiquement pour la plus grande gloire de Dieu, c'est le stade protestant. Et tu peux monter encore d'un étage, puisque de toute façon, on sait très bien quel est l'étage au-dessus. Et c'est pour ça que moi, je pense que cette discussion est un peu stérile. Est-ce qu'ils le font pour l'argent? Est-ce qu'ils ont une vision, on va dire, eschatologique et religieuse? Je pense que c'est les deux. Et c'est parce que c'est les deux qui sont aussi efficaces sur la longue durée. Parce que je pense que si tu ne vois que l'argent, tu ne peux pas être transgénérationnel. Tu vois ce que je veux dire? Nous, par contre, on est tombé dans l'individualisme matérialiste intégral, et ce qui fait qu'on est d'une impuissance totale, parce qu'on ne pense pas au-delà de 20 ans, on ne pense pas au-delà de... Moi, je vois les problèmes que je rencontre dans mon organisation que j'ai créée. Tous les ans, j'ai une défection d'un type qui ne comprend pas que le collectif est le salut, d'une certaine manière, l'être collectif, et qui retombe à chaque fois, tu sais, dans l'idée de la réussite individuelle, de l'arrogance individuelle, etc. Et en face, nous avons des gens qui ont complètement conscience de la supériorité de l'être collectif sur l'être individuel. Et dès que tu réintègres de la puissance, que ce soit le gaullisme, le bonapartisme, etc., c'est parce que tu rejoues la carte de l'être collectif. Et l'être collectif, qu'est-ce qui maintient un être collectif dans son unité collective? C'est quelque chose, par définition, de supra-individuel. Je suis quand même un grand logicien. Et ça s'appelle la religion, d'une certaine manière. Il y a deux vecteurs, la race et la religion. La race et la religion. Alors ça, Alain, ça s'appelle le catéchisme révolutionnaire de Sergueï Netchaïev. C'est bien ça, c'est bien. 10 commandements ouais, c'est rapide, Ah, hein, oui. mais notamment les 10 commandements de l'anarchiste. C'est un anarchiste du 19e siècle russe, et c'était ça en fait. C'est très dur, hein, mais oui, non, les grands auteurs russes, on les méconnaît. Hein. Il y a un rideau de fer culturel en France. Ah non, il y a une pensée politique russe au 19e siècle qui est fantastique. Hein. Nous, on s'est arrêté à Lénine pour la politique et à Dostoïevski pour la littérature, mais il s'est passé des choses depuis. Et en fait, on méconnaît totalement l'intelligence russe, on va dire, contemporaine. Depuis avant, ouais, tout à fait. J'aimerais pouvoir faire ce travail d'amener à la lecture de certains grands textes contemporains russes. Je le fais un peu avec Douguine, un minimum, mais c'est très difficile, c'est très très difficile. On ne sait pas en fait ce que c'est que... On ne sait pas qui sont les Russes en réalité. Ouais. On les méconnaît beaucoup plus que... On comprend les Américains quand même, on comprend. On comprend le protestantisme parce que ça nous a impacté personnellement. Et d'ailleurs que... C'est venu de chez nous, hein, c'est venu de chez nous. Oui. Et puis, mais le monde russe, en fait, c'est un continent dont on ignore pratiquement tout. Hein. Et il faudrait s'y intéresser parce que ça va jouer un rôle important demain, je crois. Ça va être les patrons, je pense, sur le continent précisément. Ça, c'est clair. Alors, j'ai peut-être une question à vous poser à tous les deux. Bon, c'est clair qu'il y a un affrontement entre le monde unipolaire, voulu par les USA et l'Europe,
et les anciens pays du Commonwealth, et les BRICS, et le monde multipolaire, donc voulu par les BRICS, entre autres la Fédération de Russie, la Chine, l'Iran, le Brésil, etc. Alors, comment vous voyez cet affrontement? Est-ce que cet affrontement va se terminer de façon sanglante, ou est-ce que cet affrontement va se terminer par un espèce de Yalta, c'est-à-dire un partage, un désaccord économique entre l'hégémonie du dollar, du yuan qui émerge, je ne sais pas. Voilà, je vous pose la question un peu à tous les deux. Qui veut commencer à répondre? Je commence alors. Je pense que la multipolarité, elle est déjà là. Et comme le disait Alain tout à l'heure, c'est-à-dire que de toute manière, ils ne peuvent pas attaquer l'Iran, ils ne peuvent pas envahir l'Iran, ils peuvent bombarder l'Iran. On ne sait pas trop quel résultat ça va donner. À mon avis, ça va être très dur pour Israël. Donc, de toute manière, il n'y a plus d'unipolarité, donc ça veut dire qu'il y a une multipolarité. Maintenant, la question qui est plus précisante, c'est est-ce qu'elle va s'organiser comme on s'est organisé à Yalta en 1945 ? Je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Je pense que je ne suis pas certain que Washington soit prêt à concéder à Pékin la puissance économique que la Chine possède de fait. Notamment, on le voit avec la montée du yuan comme monnaie de réserve, le basculement du remplacement du dollar par l'euro. Je pense que ce serait des engagements sur le long terme que je crois que Washington aujourd'hui est incapable de prendre. Peut-être, si J.D. Vance arrive, puisque lui c'est un réaliste, on pourrait arriver à quelque chose. Mais je pense que la Chine et la Russie parviendront à s'entendre. Je pense que la Chine, la Russie et l'Inde, puisqu'on parle des 4 grandes puissances économiques, vont réussir à s'entendre. En revanche, Washington, je ne sais pas. Je ne sais pas si les élites américaines sont prêtes vraiment à accepter de discuter sur un pied d'égalité, d'autant plus que, contrairement à Yalta où c'était un accord entre les vainqueurs, les États-Unis ont perdu. Quoi qu'il arrive, c'est eux qui ont commencé la guerre en Ukraine et c'est eux qui l'ont perdu. Et si là, ils ne vont pas attaquer l'Iran, ça veut dire aussi qu'ils ont perdu. Donc, est-ce qu'ils vont être bons joueurs? Rien n'est certain. Et pour en finir sur ce sujet, enfin, en tout cas pour l'instant, ce qui est surtout intéressant, c'est que l'Europe est sortie du jeu. Tout le monde s'en fiche. Oui, Comme les déclarations de Macron. Et si l'Europe veut revenir dans le jeu, il faut passer de l'Union européenne à l'Europe des nations. Ça rappelle mon livre, Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations. Si l'Europe veut redevenir une puissance, c'est sur la vision gaullienne d'Europe puissance, c'est une Europe des nations. Et une Europe des nations qui travaille logiquement avec la Russie, puisqu'en fait l'échange est naturel, c'est-à-dire nous ne pouvons redevenir une puissance qu'intégrée à une réalité continentale qui va de Brest à Vladivostok. De ce point de vue-là, De Gaulle avait quand même tout compris. Et aujourd'hui, on est dans une séquence historique contre nature où on empêche l'Europe d'exister vraiment pour des raisons soi-disant idéologiques qui s'appellent les sanctions, alors que notre partenariat naturel évident, c'est Paris, Berlin, Moscou, c'est évident. Et ça, forcément, ce qui nous arrive en ce moment, cette espèce de rideau de fer imposé pour des raisons droits de l'homiste, c'est-à-dire c'est toujours en fait la même logique que du rideau de fer. C'est un rideau de fer qui est totalement contre nature sur le plan géopolitique, sur le plan économique et même sur le plan civilisationnel, parce qu'en réalité, nous sommes tous des Européens d'une certaine manière. Et donc ce rideau de fer va finir par tomber. Il tombera d'ailleurs avec la défaite ukrainienne. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un régime change des leaders européens qui va se faire plus ou moins en douceur ou plus ou moins violemment, parce qu'il va y avoir des comptes à régler en France, en Allemagne, dans les pays baltes, jusqu'en Roumanie. Il y a vraiment une colère des peuples qui va m'en s'exprimer, parce qu'aujourd'hui, on est empêché d'exister par l'Union européenne, alors qu'en réalité, cette réalité continentale des nations est la première puissance du monde, sans aucune discussion. Et puis en plus, il y a une continuité, comment dirais-je, terrestre. C'est le même continent. Et il va falloir qu'on sorte de cette folie. Alors après, si je veux faire un peu de prospective maligne, je dirais que les États-Unis, comme empire déclinant, ne peuvent pas empêcher la lente montée des BRICS. C'est-à-dire, rappelez-vous la dislocution de l'Empire ottoman. À un moment donné, ils perdent le Maghreb, ils perdent les Balkans, ça leur échappe parce qu'ils n'ont plus les moyens. Et c'est ce qui est en train de se passer quelque part. Il y a un parallèle, à mon avis, entre l'effondrement de l'Empire turc et l'effondrement on pense pas beaucoup à l'histoire contemporaine de la Turquie, tu sais, mais il s'est passé ça, un empire qui s'effondre pratiquement tout seul et qui est obligé de se réajuster. Et ça a donné d'ailleurs Atatürk, je vous rappelle. Il y a des choses intéressantes à chercher. Mais je dis que si les Américains voulaient lutter intelligemment, ils ne peuvent pas empêcher les BRICS. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils étaient très intelligents
pas tout de suite, mais dans quelques années, c'est les intégrer, c'est-à-dire faire exactement comme les Américains pour empêcher l'Europe d'être une Europe puissance. Ils ont joué la carte de la surenchère de l'Europe des 27, tu sais. C'est-à-dire que quelque part, si les Américains intelligents validaient cette multipolarité et allaient proposer des accords, tu sais, pour être un peu pervers et foutre un peu la merde, pratiquement ce qu'ils pourraient faire de plus et de mieux. Ça serait pas un affrontement frontal, ça serait, tu sais, se glisser dans le truc pour essayer, en gros, tu sais, de proposer des deals. Calas comme ministre des Affaires étrangères pour la Russie, je suis pas sûr que ça passe. Non, mais tu vois, si tu pourrais te dire que les Américains pourraient faire le coup des BRICS qu'ils ont fait avec l'Union européenne, c'est-à-dire ne pouvant pas empêcher ce processus d'Europe puissance, ils ont eux-mêmes. Je veux dire, l'Europe des 27, c'est une création américaine pour empêcher l'Europe d'exister d'une certaine manière. Et pour ça, ils ont surenchéri sur le projet. Donc tu vois, tu pourrais imaginer que les Américains, au lieu de s'opposer aux BRICS, l'intègrent en disant on a compris, le monde est multipolaire, on fait partie du monde, il n'y a qu'une seule planète, je peux te faire le baratin, tu sais, pour l'ONU. Et puis en réalité, rentre dedans et ils jouent de ce qu'ils savent faire, tu sais, les fractures ethniques, les frontières mal dessinées à cause des processus coloniaux et décoloniaux, et en faisant semblant de jouer le jeu, foutent la merde chaque fois où ils peuvent le faire, tu vois. Ce qu'ils font d'ailleurs déjà de façon locale et partielle. Mais ça serait peut-être la réaction la plus intelligente pour avoir l'Amérique, pour s'opposer à la montée d'une attaque des BRICS, c'est de jouer le jeu des BRICS pour foutre la merde à l'intérieur des BRICS. Tu vois. Parce que sinon, de l'extérieur, ils sont moins dangereux, je dirais. De l'extérieur, ils sont moins dangereux parce qu'ils font une proposition qui est une proposition prédatrice basée sur $1 qui ne vaut plus rien, alors que derrière, on leur fait une proposition gagnant-gagnant qui est la proposition, on va dire, russo-chinoise. Parce qu'en plus, les Russes peuvent te proposer de la protection militaire, et les Chinois ont les moyens, ont l'argent pour investir, qu'on n'ont plus les Américains. Donc les Russes, les Chinois disent, nous on s'en fout des droits de l'homme, voilà, on a un projet gagnant-gagnant, vous avez besoin de combien de milliards pour faire des ponts, des machins, des trucs, etc. Et puis vous rembourserez en nous laissant accéder à vos ports, c'est-à-dire faciliter les routes de la soie. Les Chinois ont les moyens parce qu'ils ont l'argent. En réalité, les Américains n'ont plus l'argent, ils ont le papier dollar. Et là, on est quand même dans un truc, tu sais, qui renvoie à l'escroquerie des Indiens, tu sais. Comment ils ont escroqué les Indiens avec de la verroterie, tu vois. Ils sont un peu au bout de ce truc. Et la seule chose qui reste pour l'instant, il faut quand même le dire, malgré tout, c'est l'énorme puissance de l'armée américaine, qui est quand même un peu là. C'est pour ça que c'est leur dernière carte, c'est ça aussi qui est dangereux. Il reste encore un peu cette énorme armée américaine avec 11 porte-avions, enfin je sais pas si c'est pas rien, tu vois, qui d'ailleurs finiront à la casse pour des raisons d'obsolescence et d'entretien et de coûts faramineux, comme le paquebot France, tu vois, ça finira en restaurant. Tu sais, à un moment donné, tu en auras un à Singapour qui sera un restaurant, tu sais, ils seront vendus les uns après les autres à des consortiums asiatiques, tu sais, pour faire des musées-restaurants de ce qu'a été la puissance américaine, tu sais. Et d'ailleurs, Alain, si je peux me permettre, il y a un gros gag là que j'ai lu il n'y a pas longtemps, l'USS, donc le plus grand porte-avions du monde, l'USS Gerald Ford, qui a été construit en 2013, donc qui n'est pas si vieux que ça, qui a donc à peine 13 ans. Il faut le temps de le construire, hein, c'est long. Hein. C'est 30 ans pour penser un porte-avions. Qui a été construit à coût de 13 milliards de dollars. Les canalisations des toilettes sont régulièrement bouchées. Ça c'est le gag. Il y a 4600 marins qui ont des problèmes de toilettes sur l'USS Gerald Ford parce que. Non, mais n'oublie pas qu'une poignée de outils peut lui exiger qu'il se retire à plusieurs milliers de kilomètres parce qu'avec 2-3 drones, tu peux l'endommager de manière terrible. Tu vois, c'est-à-dire que tout ça est de la démonstration de puissance de l'ancien monde. Hein. Et tu vois d'ailleurs que Macron nous a bien montré qu'il était vraiment un abruti parce qu'il veut. Son projet, c'est quand même de construire un nouveau porte-avions, lui. Oui, tout à fait. On le verra jamais parce qu'il sera plus là et il n'y a pas les budgets. Et puis je pense que les militaires quand même de haut niveau aujourd'hui. Un porte-avions, il faut en avoir au moins 2 puisque c'est 6 mois d'entretien, 6 mois en mer. Donc quand on voulait bombarder, Hollande voulait bombarder Bachar el-Assad, finalement on se retrouvait avec le Chevalier Paul qui est un petit bateau de transmission. Et puis quand Obama a dit bah non, finalement on n'y va pas, là aussi on est bien passé pour des cons. Et puis de toute façon, c'est hyper fragile. Ces gros bâtiments très très chers sont hyper fragiles par rapport à la technologie moderne, guerrière. Et on voit vraiment qu'on va vers des guerres qui sont plus des guerres de masse comme avant, hein, mais des guerres avec des équipements légers, des petites. On voit bien, l'Ukraine est un laboratoire incroyable de la modernisation accélérée de la guerre, avec notamment les comment ça s'appelle là, les drones. Les drones, tu vois, un drone, ça coûte $500, hein, et tu peux endommager gravement un énorme bateau
avec du matériel pas cher, une vedette, tu sais, une vedette kamikaze. Tu vois que les Houthis, je sais pas si tu vois que les Houthis ont réussi à faire reculer des bâtiments américains de plusieurs milliers de kilomètres parce que ils les mettaient en danger. Quand tu vois ce que c'est que les Houthis, c'est le tiers du Yémen. Je sais pas si tu vois. Et puis tu fermes le canal de Suez. C'est-à-dire que par rapport à ta Oui. puissance militaire, tu as un impact géostratégique qui est monstrueux, quoi. Déjà, faut que le porte-avions gigantesque, il passe quand même par 2-3 endroits où c'est très Ouais. compliqué, tu vois. Il faut l'amener Bah oui, c'est clair. sur le terrain d'opération, etc. La bataille de Midway, c'est fini. Enfin, je veux dire, ça fait fantasmer parce que c'est des beaux jouets. Mais aujourd'hui, je te dis, ça finit en maquette pour les collectionneurs et ça finira en restaurant parce qu'en général, tu sais, les paquebots désaffectés, il y en a un, je crois, il y en a un Mais- aux États-Unis. On Le va choix, quand je même sais pas retirer si- la propulsion nucléaire quand même, hein, parce que Si ça ça peut finit- alimenter une Ouais, ville de ouais, 250 000 habitants, quoi. Si ça finit en resto, l'USS Gerald Ford, il va falloir qu'il débouche les canalisations parce que ça risque Oui, de poser oui, un mais de petit toute façon, souci. t'imagines le niveau de sophistication de ces engins. Tu sais, c'est le Ouais. problème. Tu sais, c'est comme les bagnoles qui ont trop de technologie. Finalement, elles sont très souvent en panne. Tu vois, c'est aussi pour ça que Ouais. l'IA, ça me fait marrer. Ouais. Parce que le problème de l'IA, c'est quand tu arrives à un tel niveau de sophistication qui demande énormément d'énergie avec des problèmes thermiques, etc., il y a le problème de la maintenance. C'est Ouais. que ça peut être très souvent en panne. C'est-à-dire qu'il faut quand même un mec ou un robot pour réparer. Il faut un robot pour réparer le robot, tu vois. Et le problème de ces énormes trucs-là, c'était aussi le problème des armes magiques d'Hitler. Hein. Hitler, son truc, c'était de construire, plus c'était la défaite approchait, des canons énormes, des tanks énormes, etc., etc. Et finalement, ils étaient tellement énormes, tellement modernes, qu'il y avait tellement de temps à les mettre au point. Ils étaient tellement sophistiqués que les T-34, où les mecs s'envoyaient des signaux en sortant la main du cockpit avec un drapeau, je crois, tu sais, drapeau rouge, drapeau vert, tu vois. Et l'air de rien, il y a cette dimension de ne pas avoir une guerre de retard. Mais ce qui est emmerdant pour les militaires, notamment qui font pas la guerre, tu sais, les généraux français, c'est que c'est difficile de passer de l'attachement au porte-avions à l'attachement au drone, tu sais. T'as un peu, il y a quand même sur le plan de la satisfaction symbolique, il y a quelque chose de l'ordre de, ça fait pas bander, tu vois. En plus, ils ont été biberonnés à l'OTAN. Et donc, Ouais. en plus, on leur a expliqué toute leur vie qu'ils étaient les plus forts du monde. Et là, ils se prennent une énorme raclée face à l'armée russe et face aux outils. Et ils iront pas, et vraisemblablement, je pense qu'ils n'iront pas, même s'ils font quelque chose en Iran, ils ne débarqueront pas. Donc, en fait, aujourd'hui, tous ces militaires otanisés, ils doivent admettre, et j'imagine que ça doit être dur intellectuellement. En plus, beaucoup sont passés pour des idiots pendant 4 ans sur les plateaux. Et ils doivent admettre que finalement, leur alliance n'était pas la plus forte du monde et que c'était une puissance faible. Voilà, ça va être terrible. Il faut les remplacer, ceux-là. Ceux-là, ils sont irrattrapables. Il y avait Alors, j'ai quand même- Yakovlev Yakovlev, c'est ça qui nous disait qu'il y avait des morceaux de machine à laver dans les Oui, cockpits, non. je sais pas quoi, Yakovlev, et moi, je dirais Van der pourquoi Leyen. pas. Et pourquoi C'est pas Van der Leyen. Oui, et pourquoi exactement. Pourquoi pas C'est Van der Leyen devant le Parlement européen qui le dit. Et de toute manière, et comme tu dis, pourquoi pas Pourquoi pas de toute manière, si il te pour faut mettre des dans un puces et missile- on te coupe l'approvisionnement de puces et c'est super malin pour dire qu'il y a la puce équivalente dans la machine à laver, tu chopes les machines à laver, tu prends la puce, tu les mets dans les avions. Je vois pas pourquoi d'un seul coup ça voudrait dire que ça disqualifie l'armée. Au contraire, ça montre Ouais. une capacité de réaction et d'une rare efficacité où on se fout du symbole, tu vois. Et d'ailleurs, quand tu vois aujourd'hui des mecs qui se déplacent à vélo ou en mobilette, parce qu'avec un char, tu te fais choper beaucoup plus facilement et t'es brûlé vif dans ton char qui vaut des milliards, eh ben pourquoi pas se déplacer en mobilette, quitte à prendre les mobilettes et voler les vélos du village d'à côté, tu vois. Mais l'air de rien, les mecs se déplacent silencieusement sur quelques kilomètres avec un drone sur le dos. Alors évidemment, ça fait pas très chic, tu sais, pour le général, tu sais, qui adore ce qui nous a fait perdre la guerre de 70, hein, tu sais, Ouais. le côté, il faut que ce soit beau, le pantalon rouge, Garance, tu sais. C'est jusqu'en 14. C'est une spécialité jusqu'en 14. française, hein. C'est une spécialité française, hein, de dire il faut que ça ait de la gueule, de confondre le défilé militaire et la guerre, tu vois, en disant le vert de gris, c'est quand même pas très beau, tu vois. Je veux dire, oui, mais pour pas se faire choper, c'est plus facile. En fait, tu vois, on est dans une période de bascule quand même là, de changement global de paradigme, une situation qui s'accélère, et ce qu'on appelle la période du saut qualitatif. Tout est en train de changer en ce moment. Et il y a des types qui ont fatalement, je dirais, un coup de retard, quoi. Et tant mieux, parce que c'est ceux qu'on doit dégager, souvent. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. Je voudrais déjà vous remercier tous les deux d'avoir participé parce que c'était vraiment passionnant. Et secondo, avant que l'on termine, je rappelle à tous nos amis internautes qu'il faut évidemment liker, agiter la cloche et puis s'abonner à Divergence Politique. Voilà, ça c'est pour la petite page de choses qu'il faut faire absolument. Et sinon, je vais vous laisser à chacun le mot de la fin.
On va commencer par, Alain, allons-y. Tiens, le mot de la fin, la conclusion, et après on finira par Xavier. Alain. Mot de la fin, les signaux sont un peu tous au rouge, ce qui est en même temps inquiétant, et en même temps c'est quand même le signal de quelque chose qui peut changer brutalement. Et en général, quand ça change brutalement, on s'y attend pas forcément. C'est ce qu'on appelle le saut qualitatif. Et moi, ce que j'espère, même pour des raisons personnelles, c'est qu'on s'approche de cette fin et de ce changement. Mais malheureusement, comme on le sait, les périodes les plus dures sont les périodes de fin de règne, les périodes de fin de régime. C'est là où le régime est le plus brutal. Et malheureusement, c'est ce que je vis personnellement en ce moment. Xavier le vit aussi à sa façon. On subit des sanctions très, très brutales, très injustes et très, très pénibles à vivre. Donc moi, ce que j'espère, c'est que ce constat qu'on fait quand même d'un Occident dégénéré, dont tous les signaux sont plus ou moins au rouge, est quand même un signe positif d'un prochain changement qui va être forcément assez radical et qui ressemblera quand même, je l'espère, plus à un monde dans lequel les gens comme moi déjà, mais sans doute Xavier, se sentiront mieux. Voilà, ce que j'espère, moi, c'est retrouver, alors une France, je ne sais pas quand, mais retrouver un monde, on va dire occidental, même si c'est un terme qui veut plus dire grand-chose, dans lequel je me sente mieux, voilà. Et normalement, vu les contradictions accumulées, c'est ce qui devrait se passer. Et si ça ne se passe pas, là, on peut être très très inquiet. On va vers un effondrement terminal, mais comme le disait Xavier, je ne pense pas que la France puisse disparaître. J'ai confiance dans le potentiel de la Russie sur des fondamentaux assez sérieux. J'ai confiance dans la rationalité des acteurs comme Xi Jinping. Et je me dis que la folie de Netanyahou et les gesticulations de Trump sont plutôt la marque de quelque chose qui sent le court terme et quelque part la fin. Voilà. Donc ça va mal, mais c'est le signe que ça devrait aller mieux et beaucoup mieux peut-être bientôt. Et de toute façon, on le verra pas vraiment venir. Ça sera, tu sais, 2-3 petits trucs qui s'enchaînent comme ça, qui pouvaient passer presque pour insignifiants. Rappelons-nous que c'est comme ça qu'est arrivée la guerre du 14, hein, sur l'assassinat d'un personnage et un enchaînement. Et voilà. Et en attendant ça, ce qu'il faut, c'est tenir. Et ce qui me permet de tenir, je le dis, c'est l'amitié des gens comme vous. Voilà, c'est de toi, Claude, de toi, Xavier, parce que parfois, au jour le jour, je le dis, c'est très dur. C'est très dur, parce qu'il faut la vivre. C'est pas abstrait, il faut vivre cette vie chaque jour. Et quand on en prend plein la gueule, comme moi, depuis plus de 20 ans, puisque j'ai mes premiers procès, pour les mêmes raisons, ça commence en 2002-2003, on vient d'inaugurer 2026, je viens d'avoir 67 ans, je suis rentré dans ma 68e année, et je dis, j'espère que ça va venir dans pas trop longtemps. Sinon, je serai comme Moïse, j'aurais donné la direction, mais je ne verrai pas la terre promise. Eh bien, merci Alain. En tout cas, pour l'amitié, il n'y a vraiment aucun problème. Hein. C'est évidemment qu'elle est partagée depuis longtemps. Des amitiés de combat, ce sont les plus belles. Hein. Absolument, absolument, absolument. Xavier? Oui, bah moi, effectivement, j'ai eu le plaisir de rentrer dans le club très fermé, qui jusque-là était essentiellement occupé par Dieudonné et Alain. Donc voilà, c'est pas facile à vivre, effectivement, mais c'est en même temps un grand honneur. De manière plus prosaïque, oui, je pense que, alors je vais être une fois de plus bainvillien, je pense que pour que les choses changent, il faut des circonstances et puis il faut des personnages. Et je pense que les circonstances vont se produire. Je pense que ça peut même commencer à se produire en 2026, puisque tout ce qui va se passer en 2026, tout ce qu'on va faire en 2026 va résonner plus fort, puisqu'on est dans la préparation de l'élection présidentielle. Je ne sais pas comment elle aura lieu, ni à quoi elle aboutira, mais quoi qu'il arrive, tout ce qui va se passer cette année va résonner. Les circonstances vont commencer à apparaître. Et après, il nous faut un Poutine, il nous faut un Napoléon, il nous faut quelqu'un qui puisse utiliser ces circonstances. Je crois que c'est justement Jacques Bainville qui disait « Sans la Révolution, Napoléon aurait été peut-être au maximum un grand général de la monarchie. Il est devenu consul, empereur, il a réformé la France. Bon, après, ça s'est mal terminé. Mais globalement, encore une fois, on va avoir les circonstances. À nous d'être à la hauteur de ces circonstances pour essayer de faire basculer l'histoire et de faire à la France ce que Poutine a fait à la Russie il y a 26 ans.
Eh bien, merci beaucoup. Un grand merci à tous les deux. Amis internautes, un énorme merci d'avoir suivi cette émission et surtout, n'hésitez pas, bien entendu, il faut la propulser abondamment partout là où vous pouvez. Un grand merci à Alexis aussi pour la technique. Et puis, pour ma part, eh ben, écoutez, à bientôt.